Alors, le film dont on va parler aujourd'hui va nous mener à un autre film qui lui-même m'a mené à un livre à l'origine. Alors, le film en question, c'est Drag Me to Hell, je crois intitulé en français Jusqu'en Enfer, qui date de 2009. Alors, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a bien fait rire d'ailleurs, et on verra le type d'horreur dont il s'agit. En faisant un peu de recherche, juste en regardant d'où venait le film, quelle était l'origine, qu'est-ce qu'il avait inspiré, j'ai trouvé un film qui traitait exactement du même sujet, et qui lui s'intitulait Night of the Demon. Et Night of the Demon est inspiré d'un livre, Casting the Runes, qui est un livre, donc le livre à l'origine date de 1900. Et le film qui a suivi, Night of the Demon, date de 1957. Alors il se trouve que Jusqu'en Enfer ne parle pas du tout, donc ni à travers les interviews des auteurs, des réalisateurs, des acteurs, ne fait référence donc au film d'avant, donc Night of the Demon qui date de 1957, ou au livre Casting the Runes de 1911. Alors, on va commencer dans le sens inverse, du coup, enfin, dans le sens chronologique. On va d'abord parler du livre. Alors, Casting the Runes, donc, c'est d'un auteur que je ne connaissais pas, mais que j'ai dévoré en une semaine, littéralement. Donc, c'est Montague R. James, tout simplement appelé M.R. James. Alors, c'est un auteur de nouvelles fantastiques ou d'horreur. Donc, c'est des petites nouvelles, mais vraiment efficaces. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir les retrouver en audiobook, par exemple, sur YouTube, et on va pouvoir se les enchaîner. Alors, ça s'écoute d'une traite, littéralement, avec quelques petites histoires. On retrouve une combinaison, mais alors de plein de choses. On va y retrouver, par exemple, les correspondances de Bram Stoker. Donc Dracula, Dracula écrit un peu de manière épistolaire. Donc ce sont des échanges de courriers, de lettres, de mémoires et autres, que sais-je, qui racontent le déroulé de l'événement. On va souvent retrouver cette façon, comme ça, de collecter des documents et à travers le document, on reconstitue l'histoire, pas entièrement, mais en partie. C'est à nous de compléter les lacunes, si on veut, à travers l'écoute. Donc tout n'est jamais complètement expliqué. Tout est laissé un peu à la suggestion un peu et on essaie comme ça, nous, de recoudre qu'est-ce qui a pu arriver au personnage principal. Mais alors, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver Susan Hill aussi. Par exemple, quand on regarde la nouvelle de Susan Hill que j'aime beaucoup, La Dame en Noir, The Woman in Black, on a littéralement l'impression qu'il s'agit d'une autre nouvelle écrite par M.R. James qui s'appelle donc A Warning to the Curious, mise en garde pour les curieux, je ne sais pas quelle serait la bonne traduction, et où effectivement on va avoir comme ça un personnage fantomatique qui hante les gens et qui va avoir un pouvoir comme ça sur leur sens qui va les tromper pour les mener à leur perte. Alors sauf que si Susan Hill prend un roman pour le raconter, lui il le raconte en une nouvelle assez courte, quoi. En audiobook ça fait même pas 30 minutes. Et c'est vraiment efficace. Alors, là où il perd moins de temps, on va dire, c'est peut-être dans la description des personnages. On va être dans un village quelconque, dans un petit village, dans un petit bourg, c'est l'occasion de faire du tourisme de campagne, voilà. Et là, il va y avoir un personnage, donc le personnage va souvent être inintéressant. Pas du tout versé sur les superstitions, au départ, assez naïf même, peut-être, on pourrait dire. Et à ces personnages-là, ce personnage va tomber sur quelque chose, va découvrir un objet, va tomber sur un livre, va tomber sur une lettre, va tomber sur un objet, une maison de poupée, sur lequel il n'aurait pas dû tomber, vu qu'il va assez vite le regretter. Et cette rencontre, cette découverte va déclencher le paranormal. Alors le paranormal arrive à petite dose et le paranormal va monter jusqu'à ce que... Alors soit on atteint une conclusion assez dramatique, il va y avoir des morts parfois, mais c'est pas souvent ça. Souvent ce qu'on a, c'est une frayeur. C'est vraiment la peur, c'est un travail sur la peur et l'inexplicable, l'inexpliqué. Et souvent, ça se résout en ignorant la chose, en passant à autre chose ou en essayant d'apporter une réponse. Mais voilà, c'est pas le plus important dans cette histoire-là. Donc, les moyens sont très tenus. Et donc, voilà, les personnages vont pas être du tout décrits. On passe assez vite. Souvent, ils sont décrits plutôt par leur fonction, ce qu'ils sont censés faire. Donc, souvent, c'est des touristes. Souvent, ils sont venus découvrir une abbaye parce qu'ils sont intéressés par l'architecture. Ou souvent, ils découvrent des journaux parce qu'ils sont en train d'écrire un essai sur un sujet qui les intéresse. Le personnage, c'est avant tout sa fonction dans ces nouvelles-là. Et à travers sa fonction, il découvre l'objet maudit. Enfin, j'appelle ça l'objet maudit, mais voilà, c'est souvent l'objet hanté plutôt. Et après l'objet hanté, arrive le paranormal à travers la vie du protagoniste principal. Donc l'histoire qui va nous intéresser, donc l'histoire de M.R. James là qui va nous intéresser dans ce cas-ci, s'appelle Casting the Runes. Donc c'est une nouvelle qu'il a écrite en 1900. Donc l'histoire, pour la faire courte, on a un sorte de sorcier du nom de Monsieur Carswell, passionné par la magie et la sorcellerie, qui a écrit un livre, La vérité sur l'alchimie ou l'alchimie en vérité. Ce livre, il l'a soumis à une association donc qui édite peut-être un livre, une sorte de synthèse des différents écrits sur la sorcellerie, et son livre a été rejeté. Alors son livre a été rejeté car son livre a été soumis à un expert en la matière du nom de Dennings, donc Edward Dennings. On apprend très vite que Carswell, c'est un haineux. Carswell est un haineux. Carswell déjà va envoyer plein de courriers pour essayer de comprendre. Donc c'est comme ça que commence le livre, la nouvelle. Carswell en fait essaie de comprendre pourquoi son livre a été refusé. Parce que lui il en est fier de ce livre. Donc il ne comprend pas pourquoi son livre a été refusé. Donc il va envoyer plein de courriers à l'association pour connaître l'auteur du refus. Donc bien sûr l'association refuse de lui répondre. On apprendra assez vite grâce à des voisins de Carswell que ce Carswell en question est un personnage antipathique et assez rancunier. Donc qui fait toujours tout pour se venger. Donc on nous le décrit comme étant un personnage effroyable, retiré dans ses affaires un peu mystiques. Alors il n'aime pas les enfants,
Ça m'a fait rire parce que ça n'avait rien à faire là, mais on apprend juste qu'à un moment donné, il s'est proposé pour animer, je sais pas moi, la fête de fin d'année à l'école. Donc le directeur de l'école était content du coup. Wow, Carswell qui ne propose jamais rien, qui ne veut pas se mêler de la vie du village, qui tout d'un coup propose d'animer la fête de fin d'année, super. Et donc ce Carswell s'est pointé avec un spectacle de lanterne, mais le spectacle de lanterne, donc qui était fun au début, s'est avéré être tellement réaliste. Donc quand il y a eu des serpents, des bêtes, des bestioles, des loups, alors je crois même que le Carswell en question se met à un moment donné à hurler comme un loup pendant le spectacle, en fait les enfants ont tout simplement décampé. Ils ont décampé la trouille au ventre, à tel point qu'il y a eu des blessés du coup, donc c'était vraiment le sauve-qui-peut général. Ils étaient morts de trouille. Donc bien sûr les parents ont fait tout un tollé, toute une histoire, etc. Donc voilà, Carswell, donc passionné de sorcellerie et connard aussi au passage, qui pour passer le temps aime bien aller effrayer les enfants à l'école. Voilà, je trouve ça donc personnage tout à fait charmant quoi, on peut dire. Alors on apprend aussi que ce n'est pas la première fois que Carswell a un livre qui est refusé. Notamment qu'il avait écrit un livre qui s'appelait L'histoire de la sorcellerie, qui avait été refusé par un certain Harrington. Alors ce Harrington justement a trouvé la mort dans des circonstances très mystérieuses. Alors un soir, en rentrant chez lui, il aurait cavalé comme ça tout d'un coup, pris de panique, il aurait essayé de monter à un arbre, arrivé là-haut, une branche a cassé, a cédé, et il est tombé, il s'est brisé le cou. Il a donc trouvé la mort. Et depuis, le frère de ce Harrington, donc qui est un journaliste, il me semble, Henry Harrington, qui essaie de mener une enquête, qui essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui a pu arriver à son frère. Ce Henry Harrington, on le retrouvera plus tard dans l'histoire. Pour le moment, donc, on a Carswell qui lui est à la recherche de Dennings. Donc Dennings est notre personnage principal. Donc Carswell est à la recherche de Dennings parce qu'il veut se venger. Donc il a reçu une nouvelle critique négative, donc il veut se venger. Donc on sent comme ça un personnage assez fier, en tout cas assez vindicatif. Avant que Carswell ne le retrouve, Edward Dennings justement va avoir quelques signes comme ça prémonitoires un peu, dont je ne m'explique pas vraiment la raison. Il apprend par exemple dans un cocher, une publicité par exemple, lui apprend donc une publicité assez mystérieuse qui disparaît après, lui apprend par exemple que 3 mois ont été accordés à Harrington avant sa mort donc il ne comprend pas. Puis une autre fois c'est dans une ruelle, en fait quelqu'un lui remet un dépliant et pareil ça parle encore de Harrington. Parce que Dennings ne sait pas qui est Harrington au départ. Lui tout ce qu'il a fait c'est refuser un livre de Carswell. Tout ce qui le relie à Harrington c'est qu'ils ont tous les deux refusé un bouquin de Carswell. Harrington est mort, Dennings est encore vivant, mais pas pour longtemps. Donc après tout ça, après ces signes un peu prémonitoires un peu, il va se retrouver à la bibliothèque en train de faire ses recherches et Carswell le retrouve en fait, parce que Carswell est malin. Il s'est dit que tout simplement, si le comité a refusé son livre, ils ont dû forcément demander à un expert. Donc cet expert doit forcément être connu dans le milieu bibliothécaire. Donc il a mené son enquête auprès de la bibliothèque et a trouvé le nom de la seule sommité, en tout cas susceptible de pouvoir juger, en tout cas d'être éditorialiste de l'ouvrage à paraître. Donc c'est le seul qui a pu refuser ses écrits. Et bien sûr, il s'agit de notre personnage principal, donc Edward Dennings. Donc en fait, Carswell l'attendait à la bibliothèque. Quand Dennings va s'installer pour travailler tranquillement, c'est sans doute sur des recherches personnelles, il va entendre son nom. On va susurrer son nom dans son dos. Donc là, il va se retourner, il fait tomber des documents, et en fait, un homme récupère ces documents-là et en profite pour lui dire « Puis-je vous donner ceci? Je pense que ça devrait être à vous. » C'est plus facile à dire en anglais du coup, mais en gros, c'est ça. C'est « Puis-je vous donner ceci? Je pense que ça vous appartient. Je crois que ça vous revient. » Donc cette formule a son importance. Et Dennings dit « Ah oui, merci. » Et il récupère ses papiers. Et plus tard, en fait, il se doute de quelque chose. Il tourne le personnage en tout cas bizarre, il va se renseigner, il apprend que le personnage en question, c'est Carswell. Et il apprend par là même que Carswell s'est renseigné pour le retrouver. Et il s'est juste contenté comme ça de bousculer ses papiers et de les reprendre pour les lui remettre à nouveau. Et c'est à partir de là que les signes prémonitoires vont devenir un peu plus, on va dire, sévères. La première chose qui va se passer, c'est que les aides, enfin un domestique ou les domestiques chez Dennings vont tomber malades. Ils sont tombés malades car ils auraient acheté à un colporteur comme ça qui passait et qui vendait des coquillages, je crois, ils auraient acheté donc des huîtres, les auraient mangées et seraient tombés malades. Donc ils sont aussitôt évacués de l'histoire. Là, l'idée bien sûr étant d'isoler Dennings. Et effectivement, quand le médecin qui les aura auscultés se sera mis à chercher justement si le colporteur est encore dans les parages car il risque d'empoisonner d'autres gens, il ne le retrouvera pas. Donc on se doute que ce colporteur en question, il s'agit de Carswell. Alors on ne comprend pas non plus pourquoi le sorcier se fait chier à faire cela. Parce qu'on va très rapidement comprendre qu'en remettant dans la bibliothèque, le moment où il a récupéré les documents qui étaient tombés à terre et qu'il les a remis avec la fameuse formule « Puis-je vous donner ceci? Je crois que ça devrait vous revenir », il en a profité pour le maudire à ce moment-là. On comprendra plus tard qu'il y a une malédiction qui est déjà en œuvre. Une fois que la malédiction est en œuvre, en réalité, il n'a plus besoin d'intervenir. Elle se fait toute seule. Et il va faire pas mal de petites démarches comme ça, comme pour effrayer, comme pour isoler le personnage, dont je ne vois pas vraiment l'intérêt. Ça donne un peu plus de matière à l'histoire, mais je ne vois pas l'intérêt. Par exemple, rendre malade les serviteurs, je n'ai pas réussi à me l'expliquer. Effectivement, ça isole Dennings. Ça l'isole par rapport aux événements qui vont arriver, mais qu'il soit isolé ou pas, ça ne change pas grand-chose, parce que ce qu'il attend là, par exemple, cette nuit-là, donc il se retrouve tout seul à la maison, vu que ses domestiques sont malades et hospitalisés, il va se retrouver tout seul à la maison, et ce qui va se passer, c'est que dans la nuit, en fait, perte de lumière, il va se retrouver dans le noir, et il va entendre des bruits bizarres. Il entend carrément, je crois que sa porte d'entrée s'ouvrir comme si quelque chose rentrait chez lui. Cette façon comme ça d'arriver rappelle Toby. Donc voilà, il arrive chez vous, il vous a été envoyé, donc il arrive chez vous, la première chose, il ouvre la porte, il est là, il est dans la maison. Donc lumière éteinte, tout cela, donc Dennings qui commence un peu à paniquer. Ce
qu'il va faire, c'est qu'il va se retirer dans sa chambre, fermer à clé, et là attendre. Et donc du coup, à un moment, il a envie de savoir quelle heure il est en fait. Ça rappelle un peu le Blair Witch Project quand ils sont un peu en panique dans la forêt et qu'ils veulent savoir pour combien de temps encore ils ont à attendre parce qu'ils sont dans la nuit noire. Et il faut attendre quand est-ce que la lumière revient. Et donc lui, il va chercher sa montre. Or sa montre se trouve sous son oreiller et en passant la main sous l'oreiller. Il me semble que c'est comme ça que ça se passe en fait, en essayant de trouver sa montre de nuit, avec une allumette pour voir quelle heure il est. Sa main va effleurer quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Sa main va effleurer une bouche, en fait. Il va effleurer une bouche poilue, barbue donc, avec des dents pointues, avec des dents. Donc, on imagine assez facilement l'effet que ça lui fait. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les romans de M.R. James, justement. C'est la main comme ça qui traîne, qui touche quelque chose, et ce petit quelque chose, en fait, soit bouge, soit c'est quelque chose qui se révèle être d'une nature différente de celle à laquelle on s'attendait. Par exemple, dans le journal de Monsieur Pointer ou Pointé, je sais plus comment il s'appelle, voilà. The Diary of Mr. Pointer. On a un homme comme ça, justement, qui a reconstitué un motif qui ne savait pas être maudit, mais qu'il a trouvé très joli, et il reconstitue comme ça des draps chez lui, enfin des couvertures chez lui, en utilisant ce motif-là. C'est une sorte de chevelure comme ça imbriquée, mais dans un motif bien particulier, en fait. Il reproduit ce motif et rejoint donc cette chevelure-là à une origine. C'est comme ça que ce personnage déclenche du coup la malédiction. C'est-à-dire qu'en fait, ce motif de chevelure n'est pas complet, c'est-à-dire que ça ne se rejoint pas en hauteur. Et c'est au moment où lui, il les reproduit sur ses rideaux et décide de compléter le dessin qu'il enclenche la malédiction. Et un soir, justement, où il est chez lui, dans la nuit noire, en essayant de dormir, il croit que son chien est à côté de lui et qu'il s'agite un peu. Il passe sa main, et là, en fait, il y a une créature qui effectivement passe sa tête dans sa main, comme un chien le ferait, ou comme un chat le ferait. Mais sauf que là, ce ne sont pas des poils, en fait. Cette créature n'est pas poilue, elle est chevelue. Et la façon dont la créature vient se lever, si on veut, dans sa main, n'a rien de sympathique, si on veut. C'est plus dans cette idée, comme ça, de se lever, de l'attaquer, en fait. Ça arrive aussi dans un autre de ses romans. Ça arrive dans les stalles de la cathédrale de Barchester, je crois, où on a un prêtre qui est assis sur ces stalles là, et qui pose sa main sur des statuettes. En fait, une des statuettes s'agite. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ces statuettes sont maudites, en fait. Et ce qui les déclenche, c'est le crime. Donc, ce prêtre en question a tué un autre prêtre pour prendre sa place. Donc, ce prêtre va causer un accident qui va donc mener à la mort de ce vieux prêtre et comme ça prendre sa place. Et au moment où il prend sa place, au moment où il passe la main, donc où il prend le siège de ce vieux prêtre pour reprendre un peu les affaires en main, forcément, donc comme repose-main, il a ces petites statuettes qui sont sur le côté, dont un chat, une statue de mort et une statue d'un démon ou le diable des enfers, j'en sais rien. Et en fait, il les active. Il les active, ce qui fait que ces trois créatures, à tour de rôle, vont le hanter et le mener à sa mort. Là, pour le coup, on arrive à une mort. C'est assez rare dans les romans d'M.R. James, mais là, on arrive à une mort, et pas qu'à la mort d'ailleurs, il est défiguré, ce personnage. Donc je crois que c'est soit le chat qui lui bouffe le visage, en tout cas ce qui lui arrive dans un premier temps, c'est qu'il entend des voix, donc il est hanté, c'est toujours pareil avec ces romans-là, c'est que la hantise vient petit à petit, elle est crescendo, elle monte, elle est soudaine, mais pourtant elle monte quand même, elle est crescendo. Très rapidement, ça ne laisse aucun doute, très rapidement on sait quelque chose de bizarre en train de se dérouler, vu que la nouvelle est assez courte en même temps, autant aller vite. Donc très rapidement, on sait qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça redescend un peu, ça baisse d'un ton un peu, peut-être le temps de laisser les choses se dérouler. Et puis finalement, ça atteint son paroxysme avec donc soit la fuite du personnage, soit on détruit ou on se débarrasse de l'objet maudit, ou soit on meurt. Donc il n'y a pas eu beaucoup de morts, il y a eu 2 morts, et notamment la mort justement de ce prêtre. Et tout cela est déclenché par le moment où il sent en fait qu'une des statuettes se met à bouger sous sa main. Donc ça, quand ça arrive, voilà, c'est ce que j'appelle la première claque, le premier réveil si on veut. C'est-à-dire qu'encore une fois, cette hantise ne commence pas doucement. Elle commence d'abord par une claque, et ensuite elle descend d'un ton, et puis hop, commence à monter la pente un peu. Donc voilà ce qui se passe. Donc là, encore une fois, une chose qui s'agite dans la main du personnage. C'est ce qui se passe avec la bouche sous l'oreiller aussi. Dennings qui passe la main pour chercher sa montre, et qui tombe sur cette bouche, sur ses dents et sur ses poils. Et honnêtement, même quand on écoute l'audiobook, on ne s'y attend mais tellement pas. On sait qu'il y a quelque chose de louche qui est en train de se dérouler, mais le moment où la chose bizarre arrive, c'est toujours une surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Pas comme ça. C'est tout simple en fait, ça tombe vraiment comme un pavé dans la mare, quoi. Ça fait un peu, et là il cherche à sa montre sous l'oreiller, et là il passe à sa main, et là il passe à la main sur une bouche avec des dents et des poils. Enfin, ça se lit d'une traite, et du coup on est là, wow, qu'est-ce qui se passe? La petite chose qui ne devrait pas s'agiter, qui s'agite dans la main du protagoniste, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. En fait, on s'attend à ce que ça arrive par la porte. Vu que justement c'est entré par la porte de la maison, on s'attend à ce que ça arrive par la porte de la chambre. Ou à la rigueur, si ça doit apparaître comme par enchantement, ça devrait apparaître sous le lit ou dans le placard. C'est lié habituel où justement on a peur que le mal arrive. C'est lié obscur qui rappelle les peurs de l'enfance. Et là, on a un petit twist car on ne s'y attend pas du tout. Quand il passe sa main pour aller chercher sa montre sous l'oreiller, alors pourquoi il mettrait sa montre sous l'oreiller, allez savoir. Mais là, on ne s'y attend pas, donc c'est un choc, mais en même temps, c'est assez fort symboliquement. La bouche du démon qu'il trouve là, donc prête à lui susurrer, donc c'est un peu de la symbolique du cauchemar, en fait, quelque chose comme ça qui susurre des mauvaises pensées pendant le sommeil. Un peu comme les incubus susurreraient des messages érotiques aux femmes en sommeil, là, ce serait la même chose, en fait. Et là, pour susurrer des cauchemars, je trouve que la symbolique fonctionne à ce moment-là. Autant dire que Dennings ne va pas dormir de la nuit, donc ça y est, la créature qui vient le chasser, qui vient le chercher, est là.
Elle est là pour le hanter. Donc à partir de là, en fait, il va avoir d'autres signes un peu avant-coureurs. Il va se sentir observé, il va se sentir suivi. La hantise commence à monter. Alors ce qui va sauver Dunning, c'est qu'il va se confier à un ami et raconter du coup qu'en ce moment, il lui arrive des choses bizarres. Alors la nouvelle ne prend pas le temps de développer toutes ces choses bizarres. On sait qu'il se passe des choses bizarres, que ça ne s'est pas juste arrêté à la bouche, mais voilà, il y a des impressions un peu que quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond. Il va se confier à un ami donc qui va le mettre en relation avec le frère d'Harrington, le premier journaliste qui était mort, celui qui le premier avait vexé Carswell. Donc il va le mettre en relation avec son frère qui menait l'enquête sur la mort de son frère. Et ce fameux frère, donc du nom de Henry Harrington, avait lui aussi pu se confier à cet ami commun en lui disant que quelque chose ne tournait pas rond dans la mort de son frère, donc le premier Harrington. Et qu'effectivement, donc il s'est passé plusieurs choses, donc ils vont justement en disserter en se rencontrant, donc on va avoir Henry Harrington, le Harrington qui a survécu avec Dennings et avec cet ami commun. Ils vont commencer un peu à essayer de mettre en rapport un peu leurs sources, si on veut, de croiser un peu les informations. Et le frère en question va un peu raconter comment, on va l'appeler Harrington Jr. pour faire simple, Harrington Jr. va essayer de raconter la mort de Harrington Senior. Ce que les gens savent effectivement, c'est qu'à un moment donné, en pleine campagne, il a paniqué tout d'un coup, il s'est précipité sur un arbre et qu'il s'est pété la gueule en fait. On croit en tout cas qu'un tronc d'arbre se serait brisé naturellement sous son poids et qu'il se serait brisé la nuque. Ça doit être un peu plus glauque que ça, vu que nous après on comprend que clairement que quelque chose de pourchassait, donc c'est quelque chose a dû le faire descendre de force et lui péter le cou en fait. Voilà en tout cas ce que tout le monde croit, c'est que juste qu'il s'est réfugié sur un arbre et qu'il est tombé et mort de mort naturelle. Ce que son frère nous apprend en plus, c'est que avant sa mort, Carswell lui a passé quelque chose. Donc, il était au théâtre. À un moment, il dépose son dépliant, enfin, le programme, du coup, il semble le déposer sur le côté. Et Carswell le lui remet. Toujours avec la même formule. Puis-je vous remettre ceci? Je crois que ça devrait vous revenir. Et donc, il avait accepté. Et arrivé chez lui, avec son frère, justement, il avait rouvert le programme. Et là, en fait, une feuille de papier s'en était échappée. Alors, je sais même pas s'il a eu le temps de bien l'analyser ou de bien l'observer. Tout ce qu'il a pu observer, en tout cas, c'est qu'il y avait une sorte d'écriture unique dessus. Mais très rapidement, en fait, la feuille, comme si elle était prise de vie, comme si elle était vivante, en fait, et s'est précipitée dans le feu. Donc, il y avait une cheminée à côté, donc elle s'est précipitée dans le feu de la cheminée. Donc là, son frère lui dit, ah bah merde, du coup, tu ne pourras pas lui rendre. Parce qu'eux, ils se disent que, cette feuille doit forcément appartenir à Carswell. Donc, il aurait fallu le lui ramener. Donc là, le frère lui dit, ah bah zut, tu ne pourras pas le lui ramener. Et là, son frère, donc le Harrington Senior, lui répond énervé, ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris, inutile de me le répéter 4 fois. Et là, le Junior lui dit, non, je te l'ai dit qu'une fois, en fait. Il dit, bah non, tu me l'as dit 4 fois. Il a entendu cette phrase 4 fois. Sans doute une suggestion du démon, parce que cette malédiction-là, c'est ça, en fait. C'est donner cette feuille de papier à quelqu'un et attirer sur lui, justement, les foudres d'un démon qui va venir quérir son âme. Pour que cette malédiction marche, il faut que la cible accepte comme étant à elle ce parchemin, cette feuille de papier. Il faut qu'il accepte de le prendre. Il ne faut pas qu'il se soit glissé dans ses affaires. Non, il faut qu'on la lui remette et que la personne accepte de le prendre. C'est seulement là que le démon peut venir chercher son âme. Et la seule façon de sortir de ce piège, c'est tout simplement de rendre la feuille à celui qui nous l'a offert. Et dans ce cas-là, c'est l'autre qu'on maudit. Le problème ici, c'est que cette feuille, en fait, est vivante et cherche automatiquement à s'autodétruire. C'est une feuille suicidaire, si on veut. Et quand le frère lui a dit, ah bah merde, maintenant tu pourras pas lui rendre. Mais pas en pensant à la malédiction, bien sûr, juste en pensant que, Carswell a oublié une feuille de papier dans le dépliant de son frère, ça serait logique de lui rendre. Là, le frère entend ça en écho, comme si le démon s'amusait à lui répéter dans l'oreille, maintenant c'est trop tard, t'es foutu. Enfin, je viendrai te chercher, c'est foutu, tu pourras pas lui rendre, Donc ça m'a fait penser à un truc aussi enfantin, en fait, effectivement. Et à la mort de Harrington Senior, précipité sur ce fameux arbre à sa mort, c'est là que Harrington Jr. va s'intéresser justement au livre de Carswell, le fameux livre sur l'histoire de la sorcellerie, et il lira effectivement tout ce que je viens de décrire là. Donc une façon de se débarrasser d'un ennemi ou d'un indésirable, c'est effectivement de lui offrir ce parchemin de papier avec cette écriture unique, de faire en sorte que l'autre accepte de le prendre pour lui, pour soi, et du coup d'attirer à lui donc un démon qui viendra le chercher dans les 3 mois. Donc il ne reste que 3 mois à vivre. Et au bout des 3 mois, après l'avoir bien fait chier, donc le démon se manifeste d'une façon ou d'une autre en fait autour du personnage, le rendant presque cinglé. Au bout des 3 mois, donc le démon vient quérir ce qui lui est dû. Et là, Dunning dit, d'accord, ok, pourquoi pas, mais moi, en ce qui me concerne, il m'a jamais rien remis. Et les autres lui disent, vous êtes sûr qu'il n'y a eu aucune occasion où Carswell aurait pu vous remettre un petit morceau de papier? Et là, il réfléchit et il se rappelle de la scène à la bibliothèque, du coup. Donc forcément, il se met à fouiller dans ses affaires, et là, qu'est-ce qu'il découvre? Dans le livre que Carswell lui a remis en lui disant, je crois que c'est à vous, ça vous revient. Il y a justement le parchemin, le petit bout de papier. Et en fait, ils arrivent à l'empêcher justement de partir dans le vent, parce que là, le parchemin s'envole aussi, et risque de sortir par la fenêtre, et heureusement, il referme la fenêtre juste à temps, pour retenir le bout de papier. Et là, ils se disent, ok, donc en fait, la même chose est en train de se reproduire. Carswell a maudit Dennings comme il a maudit Harrington Senior. Donc là, maintenant, l'idée, c'est comment on sort de cette malédiction. Et bien sûr, la seule solution que Carswell a écrit lui-même dans son livre, en fait. Donc c'est lui qui se tire une balle dans le pied, en fait, en faisant ça. Il a écrit dans un livre comment il ensorcelle les gens, il a aussi écrit la solution à l'ensorcellement dans son propre livre, si on veut. Donc
du coup, maintenant, il faut lui rendre le livre. Sauf que le problème, c'est que Carswell ne sort pas souvent. Il est enfermé comme ça dans son château et ne sort pas souvent. Donc, ce qui se passe, c'est que pendant 3 mois, Dennings, donc, lui, va vivre des frayeurs pendant qu'en fait, Harrington Jr. va surveiller la maison de Carswell. Et quand Carswell va se mettre enfin en mouvement, Harrington Jr. va prévenir Dennings et ils vont essayer de le piéger. Et là, clairement, ça m'a fait vachement penser à l'étrange histoire de Charles Dexter Ward, où on a justement ce sorcier très puissant et très hautain qui va être mené un peu à sa perte par 2 hommes qui vont le surveiller, qui vont commencer à se douter de quelque chose et qui vont le surveiller à tour de rôle et qui... Voilà, il y a d'autres parallèles à faire avec ce livre-là, mais je les ferai plus tard. Toujours est-il donc, Carswell quitte enfin sa maison, il veut visiter une abbaye quelque part. Harrington Jr. va le pister et Dennings va les retrouver à la gare donc. Et donc là, il est déguisé un peu pour ne pas se faire voir et il va s'installer dans le même wagon que Carswell. Donc dans le même wagon, on a Carswell, on a Harrington Jr. et on a Dennings qui est déguisé. Et Dennings sait en fait, il se dit, je ne peux pas juste me contenter de glisser en fait le parchemin dans ses affaires. Non, il faut le lui offrir comme lui me l'a offert. Il le sent, il croit le comprendre en fait. Et il est d'autant plus paniqué qu'il est à 3 jours, je crois, de la deadline. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'à un moment donné, Carswell va sortir du compartiment. Dennings va récupérer une sorte de pochette qu'il a, une petite pochette à tickets, dans laquelle il y a les tickets de voyage de Carswell, et il va glisser le parchemin dedans. Et quand Carswell va revenir, il va lui tendre la pochette en lui disant, je me permets de vous remettre ceci, je crois que c'est à vous. Ça devrait vous revenir. Donc quelque chose comme ça, encore une fois, toujours la même formule. Et Carswell, du coup, dit, bah ok, je garde le contenu, il se dit, ah bah oui, c'est mes tickets. Mais il ne voit pas le petit parchemin. Il dit oui, merci, et il le prend. Et là, il s'installe, et là, à ce moment-là, il y a comme une ombre qui semble passer dans le compartiment, dans le wagon. Et là, Carswell commence à être mal à l'aise. Il sent qu'il y a un truc qui cloche, il sait pas exactement quoi. Et j'aime beaucoup cet aspect de la sorcellerie, c'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte en fait. Ça devrait toujours être un peu perçu comme cela, c'est-à-dire que c'est les dark arts, l'art obscur, le domaine obscur, ténébreux, ne sera jamais entièrement accessible à l'homme, que du coup on restera d'éternel, comme dirait Constantine, d'éternel dabbleur dans la matière. La bonne traduction serait tâtonneur, d'éternel tâtonneur, donc voilà, dans le sens où on tâtonne dans l'obscurité. Donc le sorcier ne contrôle pas plus le monde ténébreux que n'importe quel autre homme, c'est juste qu'il a tâtonné plus en avant. Et dans cette obscurité, il a tâté des formes. Il a tâté des entités, et il arrive à faire des choses. Carswell sait que quelque chose de louche est en train de se passer, il a une sensibilité vis-à-vis de la sorcellerie, vu qu'il n'arrête pas justement de farfouiller là-dedans et de faire des trucs, mais il n'a pas une connaissance exacte non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas une alarme qui fait ding ding ding, et il sait qu'il a été piégé. Mais il sent quand même qu'on lui a jeté quelque chose, qu'on lui a jeté un sort, il sent un truc, il sent une présence qui est là maintenant, qui a porté son attention sur lui. Donc l'attention qu'il y avait sur Dennings, l'attention de cette chose qui était sur Dennings, en fait maintenant se porte sur Carswell. Et Carswell se dit, ces 2 hommes dans ce wagon, il y a un truc qui est en train de se passer, et il va pour parler, et sauf que le train arrive en gare. Hop, les autres en profitent pour reprendre leurs affaires, se préparer à sortir, mais ils étaient tétanisés. Donc quand ils sortent enfin, je crois que Dennings d'ailleurs manque de s'évanouir, tellement il était tendu. Donc on a Carswell qui sort, qui trace un peu, et eux ils arrivent depuis les quais à le voir, donc du coup ils sont arrivés à la gare je crois, et il doit prendre un autre train ou je sais plus quoi, et au moment où il se fait contrôler, il y a un contrôleur qui lui dit, et l'homme qui est avec vous, il a présenté ses tickets? Et Carswell lui dit, mais quel homme avec moi? Enfin, t'es con ou quoi? Je suis tout seul. Et effectivement, il n'y a personne d'autre. Sauf que le contrôleur du coup dit à son collègue, putain c'est fou, c'est sûr, j'ai vu une ombre, enfin j'ai vu quelqu'un marcher avec lui. Derrière lui, du coup. Et effectivement, en fait, cette forme, cette chose n'est autre que le démon qui poursuit désormais Carswell. Alors je dis le démon, je ne devrais pas dire démon, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une créature ténébreuse, clairement. Donc qui a porté son attention sur Carswell. Ça y est, donc Dennings est tiré d'affaire et Dennings va tout simplement culpabiliser. Donc ils vont un peu débriefer avec Harrington Jr. et ils vont se dire, mais en fait, on l'envoie à sa mort là, en fait, Carswell. Est-ce qu'il ne serait pas honnête qu'il soit au moins prévenu? Donc vraiment, ils font preuve d'une gentillesse. Mais encore une fois, les personnages ne sont pas très profonds. Ils sont assez superficiels même, vraiment. Donc ce qui leur arrive là, effectivement, les événements sont intéressants, mais le trait de caractère des personnages, c'est souvent des gens nobles, cultivés, de bonne famille, sympathiques, et droits, surtout droits et nobles, oui. Avec des égards, avec ils sont pas forcément les plus passionnants. Voilà, donc là en fait effectivement, donc, ils ne peuvent pas nourrir des sentiments de rancœur ou autre parce que forcément c'est les gentils. Donc du coup, faut prévenir Carswell pour qu'il ait au moins une chance de s'en sortir. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent tous les hôtels parce qu'ils savent qu'il va à Abbeville, je crois. Ils appellent tous les hôtels d'Abbeville et essaient de dire si vous avez un dénommé Carswell qui se présente chez vous, pensez à lui dire qu'il revérifie le contenu de sa pochette de tickets. Donc histoire de lui donner une chance. Alors, s'ils sont pas cons quand même, qu'ils réfléchissent 2 minutes, si Carswell se rend compte qu'ils lui ont rendu son ticket, la seule façon pour que Carswell s'en sorte, c'est de remettre le ticket à quelqu'un d'autre. En faisant cela, en essayant au moins de lui donner une chance de s'en sortir, ils sont en train de condamner un innocent. Parce qu'ils savent très bien que Carswell ne va pas se sacrifier. Si jamais Carswell tombe sur le parchemin à temps, il ne va pas se dire « Ah well done, gentlemen, j'ai perdu. » Ça va pas se passer comme ça. Ce personnage tel qu'il est décrit, clairement sauvera sa peau avant tout. Pour s'en sortir, il va se précipiter de remettre le ticket en question, je sais pas moi, au réceptionniste, en disant « Tenez, ceci est à vous » avec un petit pourboire, par exemple, en le glissant dans un billet, et puis voilà, histoire de s'en débarrasser. Alors heureusement, Carswell n'est pas
prévenu à temps. Et pendant qu'il visite donc une abbaye qui l'intéressait à Abbeville, il y a je crois que c'est une pierre qui se détache, une tuile qui se détache en fait, et qui tombe sur le crâne et qui le tue. Et il s'en rend compte, donc on mène une enquête. Effectivement, il n'y avait pas d'ouvriers, il n'y avait personne. Effectivement, l'abbaye était en rénovation, donc les choses n'étaient pas solides, on va dire, mais on ne s'explique pas exactement sa mort, mais bon, on se dit que c'est un accident. Ce qui est dommage, ils auraient dû voir une ombre, par exemple, s'enfuir sur le toit ou quelque chose, voilà. J'aime bien cette scène où en fait, Carswell est là en train de prendre des notes sur l'abbaye. Et là, tout d'un coup, il regarde en haut et là, il voit ce démon avec une pierre dans les mains et qu'il lui balance de toutes ses forces comme une sorte de gros singe perché là-haut, quoi. Je trouve la scène géniale. Par exemple, je pense à la forme du démon, ou en tout cas de l'entité qui est invoquée par le magicien dans les contes de Terre et Mer, le magicien d'Ursie. Il parle dans un premier temps d'une forme, les premières manifestations de cette forme, qui vient du monde des morts, du royaume des ténèbres, en tout cas, là où les choses ne bougent plus. C'est une forme presque d'un enfant, une forme d'enfant sans tête. Un corps robuste, obscur, très sombre, très ténébreux, et sans tête, en fait. Juste une main avec 4 griffes, on va dire, et voilà, qui tâtonne, qui cherche sa vie, qui vient chercher son corps, parce que du coup, sorti de ce monde froid où il était scellé jusque-là, pour être attiré dans le monde des vivants par ce magicien, ce qu'il a lié à ce magicien, d'un coup, voilà, ce magicien devient sa proie immédiate. Donc, il essaie de prendre possession de son corps, il essaie de s'agripper à lui, de le pénétrer. Donc, le fait que ce soit un enfant, que ce soit la forme d'un enfant, d'une bête monstrueuse, obscure, sans tête, ça marche assez bien. Et donc voilà ce qui le mène à sa mort. Donc Dennings maintenant est persuadé que finalement que Carswell avait raison. Donc voilà, la sorcellerie existe, les malédictions, les sorts sont des choses concrètes. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est bien quelque chose qui est là, qui est présent et avec lequel il faut faire. Donc en soi, c'est une happy end. Donc voilà l'histoire de M.R. James. À la mort de Carswell, tout ce qui va se passer, c'est que justement on va vendre un peu ses affaires. Dennings va s'y rendre et va acheter un livre dans lequel il va trouver qu'une page est manquante. Et cette page est censée être une illustration. L'illustration d'un voyageur et d'un démon, donc un homme qui fuit un démon qui le poursuit, donc c'est un dessin. Et ce dessin, justement, a été envoyé à Harrington Senior juste avant sa mort. Donc ça, c'est un peu les actions de Carswell pendant la malédiction. Pendant la malédiction de sa cible, il fait des choses que je ne m'explique pas. Il lui envoie des signes un peu. Donc il avait envoyé ce dessin à Harrington, comme pour le prévenir. Quelque chose vient à ta rencontre, quelque chose te poursuit. Alors peut-être pour histoire d'avoir le plaisir de lui foutre la pétoche, mais de là à déchirer son propre livre pour cela, bon. Je crois qu'il y avait un autre signe aussi d'un calendrier, il lui a envoyé un calendrier avec toutes les pages après le jour de sa mort déchirées. Il lui a envoyé ça par la poste. Je crois qu'il a fait de même d'ailleurs avec Dennings, mais je ne suis plus sûr. Donc voilà, je ne me suis vraiment pas expliqué ces petites actions. Quand il laisse le fameux « j'ai accordé 3 mois de vie à Harrington », comme pour prévenir Dennings, ou quand il lui remet le dépliant dans la rue. Je ne m'explique pas ces actions. Vraiment pas. Sauf s'il a un plaisir sadique à en plus titiller un peu sa victime tout en sachant qu'elle est déjà condamnée. Donc ça, c'est la nouvelle. C'est une nouvelle parmi d'autres. Encore une fois, il en a écrit vraiment des pas mal. M.R. James, je les conseille. C'est facile à trouver sur YouTube en plus. Et cette nouvelle, donc, va inspirer dans un premier temps un film en 1960 à peu près, qui lui va s'appeler La Nuit du Démon. Alors sans doute parce que c'est un titre un peu plus vendeur que Casting Runes, qui veut juste dire jeter le sort ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà, La Nuit du Démon. En 1960. Alors, dans La Nuit du Démon, on va retrouver à peu près les mêmes personnages que dans la nouvelle. Et on va commencer justement avec le fameux Harrington Senior. Alors, le film ouvre sur des dessins, des cercles, une voix off qui nous parle de sorcellerie, qui se faisait, qui se fait toujours. Donc voilà, on nous annonce un peu la couleur, quoi. On sait à quoi on a affaire. Et donc, on va commencer, mais d'entrée de jeu, on a ce professeur, donc le professeur Harrington. Alors, je sais plus s'il était présenté comme un professeur dans le livre, mais en tout cas, ici, c'est un professeur. Et effectivement, il écrit une critique assez acerbe des écrits, ou en tout cas de la secte de Carswell, parce que dans ce film, Carswell, cette fois-ci, a non seulement toujours ce même intérêt pour la sorcellerie, mais il a aussi une secte. Donc Harrington a son épris à cette secte, donc il a rédigé des choses là-dessus et Carswell n'a pas du tout apprécié. Et Carswell s'est vengé. Donc le début du film, c'est Harrington en panique qui conduit sa voiture, qui va chez Carswell en pleine nuit. Et donc quand il arrive, il frappe, il veut le rencontrer et il y a le majordome dedans. Il habite dans un château, hein, littéralement. Donc le majordome qui vient à sa rencontre lui dit que Carswell n'est pas disponible. À ce moment-là, on voit Carswell, qui a un bon charisme en plus, petite barbichette, petit embonpoint. Ils l'ont vraiment bien casté, je trouve. Ça change un peu du sorcier, de l'image du sorcier maigre et squelettique que je me fais à chaque fois. Donc là, voilà, on a un bonhomme d'un certain embonpoint, assez sympathique, assez jovial, presque joufflu, tout ça, mais qui cache une créature beaucoup moins sympathique, on va dire. Donc il surveille l'heure, il regarde d'abord l'heure et il s'est dit, enfin donc je parle de Carswell là, donc il regarde l'heure, il s'est dit non mais c'est bon, faites-le rentrer. Donc il veut recevoir Harrington. Alors, Harrington est foutu. Il faut le savoir, il est foutu, il est damné. En tout cas, l'heure de sa mort approche. Ça, on le saura plus tard. Donc, Carswell regarde l'heure qu'il est et sait que Harrington n'en a plus pour longtemps. Donc, il sait que là, il est aux abois, là. Donc, les manifestations ont dû se montrer de plus en plus terribles. Donc là, le pauvre homme est à genoux. La seule raison pour laquelle il accepte de le voir n'est autre que pour peut-être, justement, se délecter, en fait, de ces derniers moments où il a réussi à prouver qu'il avait raison. Parce qu'il avait raison, effectivement. Tout ce qu'il a écrit est vrai, du coup, vu qu'il est capable de créer ce qu'il vient de créer là. C'est-à-dire envoyer un démon aux trousses d'un ennemi. Donc ça, s'il sait le faire,
faire et effectivement, je pense que c'est bon. On peut lui donner le tampon sorcier, donc il sait de quoi il parle. Et donc, le fait de regarder sa montre, c'est ça, il se dit combien de temps il lui reste. Donc, il lui reste assez de temps pour que je puisse le recevoir, l'humilier et le laisser repartir. Car il ne faut surtout pas être dans les parages quand la chose qui a été lâchée aux trousses d'Harrington viendra récupérer son dû. Donc, il le reçoit, il l'humilie bien sûr, Harrington lui présente ses excuses en lui disant « Mais vous aviez raison, d'accord, je reconnais, je vous ferai une lettre publique où je dirai que vous aviez raison, j'ai dit que de la merde, je suis désolé, arrêtez ça. » Arrêtez ce truc-là, rappelez-le. Comme en parlant d'un chien, en fait, qu'on aurait lâché à ses trousses. Et il finit presque par convaincre Carswell en plus, parce que Carswell, à un moment donné, lui dit « Vous vous rappelez ces petits morceaux de papier que je vous avais donnés à l'opéra ? Vous l'avez toujours ?» Il fait « Bah non, dès que je l'ai découvert, ce morceau de papier s'est envolé dans les flammes, en fait, dans la cheminée, quoi. » Et Carswell lui fait « Ah !» Ok, bah je vais voir ce que je peux faire. Donc on comprend bien sûr que c'est foutu. En tout cas, bon, si on a lu le livre, du coup, on comprend qu'en fait, que la seule façon... Donc je sais pas ce qu'il voulait faire là, Carswell. Il allait sans doute lui conseiller de le remettre à quelqu'un d'autre, le papier en question. Ce qui est dégueulasse, je sais pas si Harrington l'aurait fait, ce qui veut dire tout simplement passer la malédiction à quelqu'un d'autre. Je suis pas sûr qu'il l'aurait fait. Quand il apprend que le papier en question a brûlé, bah... c'est foutu en fait. Donc il lui dit « Rentrez chez vous, allez, c'est bon, vous ferez ce courrier dont vous m'avez parlé, c'est pas grave, je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. » Et bien sûr, il ment. Donc Harrington reprend sa voiture, repart, maintenant ça y est, il est en confiance, il se dit « Ah c'est bon, qu'il s'en sort ?» Et finalement, en arrivant chez lui, tout d'un coup, on va entendre un bruit très bizarre, en fait, un bruit de métal, comme du métal qui est en train de... Ça m'a fait penser à un tricycle très rouillé, et ça annonce quelque chose. On voit tout de suite dans le regard, dans la réaction de Harrington, « Ah !» Encore cette chose. Il se retourne, effectivement, on voit une fumée comme ça qui se précise, et dans cette fumée, une forme diabolique, bien sûr. Et la chose est là, elle vient le chercher. Donc, qu'est-ce qu'il fait Harrington ? Il se précipite dans sa voiture, et là, il va conduire dans la panique. Il conduit, il fonce droit dans un poteau électrique, le poteau s'écroule, commence à envoyer des éclairs dans tous les sens, des étincelles dans tous les sens. Harrington sort de sa voiture, donc il est amoché déjà, il sort de sa voiture, il se traîne par terre, et je sais plus s'il s'électrocute du coup, mais toujours est-il qu'il s'est déjà pris un accident dans la gueule, il rampe vers les câbles électriques, et le démon lui arrive dessus. Donc on a la créature du démon qui est vraiment impressionnante en plus, on a un visage mais assez bien fait, un mannequin assez bien fait, qui lance une patte comme ça, griffue vers lui pour l'écraser, le lacérer, le déchirer, enfin voilà. Elle vient chercher son âme. Alors c'est dommage, on n'a pas la scène de l'arbre, parce que dans le livre, Harrington meurt comme ça. Il essaie de monter un arbre et il tombe. Ça aurait été beaucoup plus intéressant de choisir cette scène-là. Le fait de voir le démon, en fait, lui fait perdre tous ses moyens, le fait paniquer en son être, en son fort intérieur. Et le voir monter un arbre veut dire qu'il n'aurait même pas envisagé de reprendre sa voiture et il panique tellement qu'il grimpe un arbre comme un animal, en fait. Donc, arriver à une peur aussi primaire, aussi bestiale, ça aurait été génial à voir, je pense. Donc, voir cet homme en costume essayer quand même de monter un arbre pour se réfugier, pour essayer de fuir une chose qu'il ne peut pas comprendre, ça aurait été génial. Et voir cette chose justement arriver, le tirer de l'arbre, le faire tomber malgré tout, je pense que ça aurait été une sacrée scène quand même. Mais bon, ils ont préféré la voiture qui rentre dans le poteau électrique et qui le brûle. Brûlures qui concrètement n'ont pas d'intérêt parce que souvent dans ce genre de choses-là, on va essayer de masquer la mort, de masquer la cause surnaturelle. Bien sûr, la cause surnaturelle est fortement suggérée, mais quand même, les médecins légistes et autres diront, bah non, enfin, s'il est mort, s'il est dans cet état, c'est que, bah, voilà, là, il est cramé au 3e degré. Vous vous rendez compte aussi, il s'est pris quand même un poteau électrique, etc. Donc voilà. C'est une façon souvent, en fait, de masquer, en fait, les traces du surnaturel, ou en tout cas du paranormal, ou en tout cas de toujours donner une explication. Ici, il est découpé en morceaux, et clairement, effectivement, la mort par électrocution est abordée, je crois, mais ils se disent aussi que des créatures sauvages, des bêtes sauvages ont pu le dévorer. Donc tout de suite, l'accident en voiture est affaibli, si on veut. C'est affaibli un peu. Et c'est à ce moment-là qu'on introduit donc le professeur, donc le docteur Holden, qui est ici l'équivalent donc de notre fameux Dennings dans le livre. Ici, il s'appelle Holden, donc c'est un psychologue qui vient justement à un congrès, donc on le voit dans un avion, donc il arrive pour un congrès qui est censé se dérouler autour de la question du paranormal, tout cela. Donc lui, il est là pour défoncer, si on veut, le culte de Carswell. Donc Carswell il est connu pour avoir une secte donc une sorte de religion basée sur le satanique, etc. Et en fait, Holden est là pour prouver que c'est que des conneries, en fait, et qu'il manipule, tout simplement, et que ce qu'il fait avec les gens de sa secte, peut s'expliquer par d'autres supercheries, dans tous les cas. Ce ne sont pas des démons ou autres, c'est juste des choses qu'on peut vraiment expliquer, que ce psychologue s'apprête à expliquer. Et dans le voyage, il y a une femme qui va un peu le déranger, on apprendra plus tard que cette femme, c'est Joanna Harrington, donc c'est la nièce du professeur Harrington, qui va remplacer donc Harrington Jr., le frère dans le livre. Ça nous permet d'avoir un élément féminin dans l'histoire, et ça nous permet surtout de faire un couple, un classique dans ces histoires à cette époque-là. Donc voilà, le héros ne peut pas être tout seul, il lui faut une petite blondinette qui lui court après, et avec qui il va essayer d'avoir une petite histoire d'amour. Voilà. Donc elle ne sert vraiment qu'à ça. Enfin, c'est la seule raison pour laquelle c'est une femme dans cette histoire. Hein. Quand Holden va arriver, donc la première chose qu'il va apprendre, c'est la mort d'Harrington, parce qu'Harrington devait faire partie du colloque. Harrington avait déjà anticipé un peu les choses en faisant ce premier écrit qu'il avait fait justement sur la secte de Carswell, qui lui a coûté la vie. Mais voilà, donc il devait faire partie du colloque et on apprend sa mort. Donc Holden en arrivant apprend sa mort et
et avec dans des circonstances mystérieuses. Ils vont se rendre chez lui et ils vont discuter justement la possibilité ou non de l'existence des démons et autres, voilà. Et surtout le cas d'un certain Rand Hubbard autour de qui tout le colloque s'organise en réalité. Alors Rand Hubbard, c'est un ancien de la secte de Carswell qui en ce moment est en prison, dans une prison pour aliénés. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a retrouvé un homme mort et lui dit qu'il l'a tué grâce à un démon. Il serait presque devenu fou après avoir vu ce démon en question. Donc Rand Hubbard aurait survécu à la malédiction du parchemin. Et en le passant à quelqu'un d'autre, il aurait envoyé le démon sur quelqu'un d'autre, mais en voyant la scène en question, il aurait perdu la raison. Donc là, le plan de Holden et des autres psychologues, là, justement, c'est de l'hypnotiser et d'arriver, en fait, à montrer le cheminement qu'a pu prendre Carswell pour arriver à rendre ces gens-là fous, ou en tout cas les manipuler à ce point. Donc en fait, la secte de Carswell risque quelque chose, là, en fait. Donc oui, donc il y a un procès potentiel dans la balance. Et Carswell ne va pas perdre de temps, en fait. Très rapidement, il va appeler Holden, il sait que Holden est arrivé, il va l'appeler dans son hôtel, dans sa chambre, et va commencer déjà à essayer de le décourager. Il va essayer de le prévenir, en fait, de le menacer même. Et lui dire de lâcher cette affaire, lâcher mon clan, enfin lâcher ma secte, occupez-vous de vos affaires. Laissez-nous tranquilles, en fait. Et bien sûr, Holden va complètement l'ignorer, sauf que Carswell, exactement comme dans le livre, est reconnu pour sa ténacité, donc il ne laissera pas l'affaire tomber si simplement. Donc on va voir la même scène qu'il avait eue avec Dennings dans la bibliothèque, mais sauf que cette fois-ci, donc il vient à la rencontre de Holden, se présente, et Holden est venu pour chercher un livre sur lequel donc Harrington a travaillé, mais qui n'est plus présent à la bibliothèque. Ce livre s'appelle donc Les vraies découvertes des sorcières et des démons, et il ne trouve plus le livre à la bibliothèque. Et c'est là que Carswell l'approche et lui propose, si vous voulez, moi j'ai une version de ce livre à la maison, venez chez moi, venez à la maison, venez prendre le thé. Donc voilà, il lui propose sa version du livre en question. Holden, je crois, lui dit, je vais y réfléchir. Bien sûr, Carswell fait tomber des ouvrages donc de Holden, récupère une liasse de papier et lui dit, tenez, ceci est à vous, je crois que ça vous revient. Et bien sûr, Holden va accepter. Et il n'a aucune raison de refuser, de toute façon, ou de se méfier, d'autant plus c'est vraiment ses documents à lui. Ce qu'il ne sait pas, évidemment, c'est que Carswell a bien entendu glissé le fameux bout de papier, le fameux parchemin avec l'écriture unique dessus. Donc pour lui lancer sa fameuse malédiction. Il en profite aussi pour lui remettre une carte, et sur cette carte, il va y avoir une écriture, donc le fameux clin d'œil au fameux Harrington. Carswell lui a accordé 3 mois, etc. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de cette chose-là. Carswell, ici, est exactement comme dans le livre, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas juste de maudire les gens, il va aussi les provoquer, les chercher, à envoyer des signes, un peu les mystifier un peu. Il faut qu'il s'amuse à les mystifier. Alors, une chose qu'ils ont changé dans ce film, c'est que la malédiction ne dure plus 3 mois, mais 3 jours. Sans doute pour que l'histoire soit un peu plus punchy, parce que 3 mois... Donc voilà, avec 3 jours, donc ça accélère un peu les événements. Et Holden va se rendre, du coup, aux funérailles de Harrington, et c'est là qu'il va tomber sur la fameuse Joanna Harrington, donc qui va être son sidekick pendant cette histoire. Et c'est elle qui, la première, va le mettre en garde contre la secte de Carswell. Elle a lu ce que son oncle a écrit sur ces derniers jours, elle sait ce qui a pu lui arriver vers la fin, et pour elle, il y a quelque chose de louche là qui se passe. Donc elle ne croit pas complètement, mais assez quand même pour se dire, on va laisser cette secte tranquille. Donc en fait, elle essaie d'aider Holden, en tout cas, elle essaie de le mettre en garde, et bien sûr, elle n'écoute pas. Elle va lui mettre elle va servir un peu d'exposition aussi. Elle aurait lu dans le journal de son oncle, donc, la fameuse scène où Carswell lui aurait remis donc un dépliant à l'opéra contenant le fameux parchemin, ce fameux bout de papier sur lequel on retrouve l'écriture unique. Bout de papier, du coup, qui s'est envolé, qui s'est précipité dans la cheminée, qui a brûlé, et qui n'a donc pas pu remettre. Donc pour elle, c'est déjà un signe. Alors, comment elle lit les deux, ça m'échappe, c'est un peu facile. Autant le frère de Harrington était proche de lui et l'a vu se dégrader au fur et à mesure, et en 3 mois, il a le temps peut-être de recouper un peu les pistes, tout cela. Là, elle débarque, elle vient d'arriver, elle était dans le même avion que Holden, elle débarque, trouve son oncle mort, lit son journal intime, et en déduit tout cela. C'est un peu raccourci, on va dire. Je me dis en fait que ça aurait pu en plus être résolu assez facilement. Il aurait juste suffi que Joanna vive avec son oncle. Ce n'était pas la peine de la mettre dans l'avion comme intervenante venant à l'occasion du colloque, mais tout simplement comme la nièce vivant avec son oncle, et qu'il aurait vu lors des derniers moments de sa mort, donc auprès de laquelle il se serait confié, donc qui en sait quelque chose, donc qui comprend les doutes qu'il a eus, mais que personne ne veut croire. Et donc elle aurait même vu le dernier jour où il s'est rendu chez Carswell, où justement sa deadline était arrivée, et elle a vu ce qu'il était devenu. Elle a vu l'état de son corps, donc elle sait, mais elle ne peut en parler à personne en vérité. Et là tout d'un coup elle a peur parce qu'elle voit quelqu'un d'autre qui risque d'attirer à lui, ou qui est déjà sur le chemin de cette même malédiction. Donc effectivement, dans le journal, il atteste qu'il lui est arrivé plein de choses bizarres à partir de ce moment-là, à partir du moment où il a découvert ce petit morceau de papier. Et la dernière entrée, bien sûr, correspond au soir où il est allé voir Carswell pour lui demander pardon. Et il n'en est pas revenu, quoi. Mais Holden dit que nenni. Il ne veut rien entendre. Il veut se rendre du coup justement chez Carswell parce que ce livre l'intéresse vraiment, la véritable histoire, les véritables découvertes des sorcières et des démons. Donc il s'y rend avec Joanna. Donc ils sont à deux pendant toute l'histoire, ils vont se rendre aux mêmes endroits à deux. Donc ça y est, elle le suit, ils arrivent chez Carswell et Carswell est en train de faire un tour de magie pour des enfants. Il est en train d'amuser des enfants et c'est dommage parce qu'ils ne reprennent pas la scène dans le livre parce que là il est gentil Carswell. Enfin vraiment c'est un personnage avec de l'embonpoint donc il peut vraiment passer pour un gentil, mais aussi pour un personnage sadique un peu. Il arrive à faire les transitions assez bien. Le côté vindicatif, j'ai du mal à y croire, mais
des pulsions comme ça tout d'un coup de méchanceté, Oui, ça oui, le personnage arrive à bien le retranscrire. Alors, toujours est-il qu'avec les enfants, il se contente juste de les amuser, donc malheureusement, on ne reprend pas la scène du livre où il les terrifie à la mort, où il les pousse à s'enfuir en courant, en hurlant en fait, où il fait mine de hurler comme un loup, tout cela, et où en fait les images qu'il projette prennent vie. Donc ça c'est dommage. Et là Carswell va pouvoir parler avec Holden, donc ils vont se retrouver dans le parc un peu, et pendant que Joanna, elle va pouvoir parler à la mère de Carswell. Car oui, dans ce film, Carswell a une mère, ils vivent dans le même château. Donc il vit avec sa mère le mec. C'est vraiment une image d'un geek, par contre voilà, c'est pas l'informatique son truc, c'est la sorcellerie du coup. Donc il va se passer deux choses en même temps. Carswell lui va essayer de convaincre en fait Holden de ses véritables pouvoirs, et à un moment donné carrément ce qu'il fait, on va dire qu'il décrypte un peu l'histoire des sorcières et des sorciers. Il lui dit par exemple bien sûr qu'il y avait des choses ridicules, hein, le balai volant, tout ça, etc. Mais par contre le pouvoir du vent, tenez regardez. Et là il se concentre un peu, il y a effectivement un vent qui se lève, terrifiant. Donc pour lui prouver qu'il a vraiment ses pouvoirs. Alors déjà d'une, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il sait que Holden est condamné, il l'a lui-même condamné. Pourquoi il essaie quand même de lui prouver qu'il a réellement des pouvoirs, qu'il a réussi à briser en fait le secret des sorcières? Car c'est ça en fait. Le fameux livre, Les véritables découvertes des sorciers et des démons, tel que récupéré et tel que édité ou présenté dans les bibliothèques, en réalité est un code et qui ne dit pas vraiment, qui est en sorte de legs, on va dire, de sorciers certains ayant existé, mais qu'il faut déchiffrer. Il ne faut pas le lire tel qu'il est exactement écrit. Alors on ne sait pas comment, mais il se trouve que Carswell a réussi à le déchiffrer. D'où tous ses pouvoirs. Et c'est sans doute comme ça qu'il a découvert la façon de maudire les gens. Et il va le dire d'ailleurs, il va le dire au professeur. Il va lui dire, je vous ai jeté un sort, vous allez mourir dans 3 jours. Et pourquoi il dit ça? Enfin, sans doute l'arrogance, ça peut aller avec le personnage arrogant du sorcier, mais cette arrogance va vraiment très loin. Et elle est contradictoire même par moments. Dans Charles Dexter Ward, donc le fameux sorcier, l'ancêtre de Charles Dexter Ward justement, est tellement arrogant et tellement hautain, il ne sait pas de prouver forcément aux autres qu'il a raison, mais il méprise en fait le genre humain, parce qu'il a accès à une connaissance incroyable, il a accès à une connaissance en fait dont les autres n'ont même pas idée. Le seul moment où il discute passionnément avec quelqu'un dans cette histoire-là, c'est avec un égal, si on veut. C'est un homme qui est passionné de chimie et qui a des connaissances assez avancées. Bien sûr, il a du respect pour les autres sorciers, mais je parle d'un humain non sorcier. Carswell, lui, prend beaucoup de temps à essayer de convaincre, en même temps essayer de tuer un humain qui n'est pas du tout convaincu. Il faudrait à la rigueur qu'il ait un intérêt à essayer de le convaincre. Et ça, du coup, ce n'est pas très convaincant. Soit il veut le convaincre parce qu'il ne veut pas qu'il écrive ce qu'il va écrire dans les jours qui viennent, mais de toute façon, il n'aura pas le temps de l'écrire, il meurt dans les 3 jours. Donc ça, c'est s'il sentait que sa secte était en danger. Soit il veut vraiment le convaincre, car en fait, il a de l'estime pour lui. En tout cas, c'est, voilà, sorte d'ennemi comme ça juré, mais dont il essaie de gagner le respect tout en le, voilà. Il y a ce rapport, comme ça, de frère ennemi qui peut être pas mal. Mais comme ça, que du jour au lendemain, alors autant avec Harrington qui s'est un peu déchaîné sur Carswell, oui, faut comprendre, qu'il ait envie que l'autre écrive ses pardons, ses regrets, etc. Mais là, Holden, il débarque dans l'histoire, il n'a encore rien fait concrètement. Et tout ce qu'il menace de faire, c'est écrire un rapport sur la secte. Le compte à rebours est aussitôt affaibli. Ce que Carswell fait n'est pas très cohérent par rapport à ce qu'il a déjà fait. Il essaie de convaincre un condamné à mort. Et du coup, tout de suite, c'est curieux. Soit il essaie de le convaincre et de le garder en vie parce qu'il a envie de le récupérer dans sa secte ou quelque chose dans ce genre-là, ou en tout cas de l'utiliser. Soit il le condamne à mort et essaie de faire en sorte qu'il en sache le moins possible, de ne pas désespérer ses personnages en fait, de ne pas le pousser à essayer de chercher une solution, de se sortir du guet-apens dans lequel l'autre l'a plongé. Pourquoi il va à tout prix le convaincre qu'il va mourir dans les 3 jours? Qu'est-ce que ça peut lui faire? À la rigueur, qu'il veuille avoir un plaisir à la dernière minute, c'est-à-dire qu'à la toute fin, qu'au moment de mourir, que l'autre apprenne que là, vous allez mourir et c'est moi, c'est grâce à moi. Ça rappelle curieusement un épisode de Columbo où c'est comme ça qu'il arrive à choper un criminel parce que ce criminel veut sa mort. Enfin, c'est une femme, je crois, qui va empoisonner Columbo parce qu'elle veut se venger de la mort de son mari, car Columbo avait réussi à enfermer son mari et ce mari s'est suicidé en prison. Donc elle est là, elle veut se venger donc de Columbo. Et Columbo veut bien sûr l'attraper avant qu'elle ne se venge. Enfin, il veut en tout cas la saisir sur le fait, mais essayer de survivre à la chose quand même si possible. Et donc je crois que c'est là qu'il en parle avec une sorte de psychologue, qui lui dit oui mais elle, la vengeance ne lui suffira pas. La seule façon pour qu'elle soit satisfaite, c'est que vous sachiez avant de mourir que c'est à cause d'elle tout ça. Ou voilà, que c'est de son fait. Columbo fait ok, il lui tend un piège en fait. Donc cette femme fait, je crois, une sorte de confiture qu'elle offre à Columbo, bien sûr une confiture empoisonnée. Columbo fait toute une mise en scène où il arrive à la faire croire que cette confiture, lui n'en a pas mangé, mais que sa femme en a mangé et que sa femme est morte. Donc cette femme arrive chez Columbo, je sais plus dans quelles circonstances, au moment du deuil je crois, et Columbo lui parle de sa femme, à quel point il est triste qu'elle ne soit plus des leurs, car on n'a pas découvert de traces d'empoisonnement ou je ne sais plus. Il n'y a que Columbo et cette femme qui savent en fait qu'il y a quelque chose dans la confiture en fait, si on veut. Et elle croit que Columbo n'est pas au courant. Donc à un moment donné, pendant que Columbo lui parle, il prend cette fameuse confiture, mais bien sûr ce n'est pas la vraie, c'est une autre qui ressemble, et il commence aussi à se faire une petite tartine, et commence à la manger, et commence à dire à la fille, putain je me sens pas bien, qu'est-ce qui m'arrive là, là c'est bizarre mademoiselle, attendez laissez-moi une minute, je suis désolé, je me sens pas bien. Et là elle se dit putain il va crever là, ça y est c'est bon, il va crever ce con, mais moi je voulais pas que lui crève, je voulais déjà qu'il ressente la douleur de perdre quelqu'un, et je veux qu'il sache que c'est moi qui lui ai fait perdre ce quelqu'un. Et là sauf que là Columbo va crever, donc il faut qu'il le sache avant qu'il meure. Donc ce qu'elle fait cette conne, c'est que elle annonce tout quoi, elle lui balance tout, et lui dit effectivement que c'est elle qui a empoisonné sa femme, qu'il l'a bien cherché, qu'elle est contente qu'il crève enfin, etc. Je sais pas quoi, mais elle est encore plus heureuse qu'il
qu'il sache que c'est elle qui a tué sa femme, si on veut. C'est ça qui lui fait plaisir. Et là, bien sûr, Columbo lui fait tada, je t'ai pas vraiment empoisonné, je t'ai bien eu, etc. Bon, bref. C'est vraiment très curieux que je pense à ça, mais ça me fait penser à la même chose, là. Carswell devrait, à ce moment-là, s'il a un plaisir quelconque pervers à prendre, c'est de le prendre sur la fin, au moment où, en fait, l'autre est désespéré, voit des signes un peu partout, ne comprend pas ce qui lui arrive, et lui disent, je t'ai maudit, voilà, un truc comme ça, en fait. Mais qu'il l'annonce si tôt, et on va voir d'ailleurs qu'il s'est lui-même conduit à sa perte, du coup, en faisant cela. Mais encore une fois, ça va peut-être un peu avec le personnage arrogant. Alors, il y a quelqu'un qui travaille contre Carswell, c'est sa mère. Parce que sa mère, pour elle, il faut qu'il arrête tout ça. C'est pas bon, c'est pas bien. Je crois qu'elle comprend à peu près que c'est un sorcier assez puissant et qu'il a fait des choses. Et qu'il est riche, que ce château qu'ils ont, c'est grâce à la secte. Quand Holden et Carswell rentrent du parc, à cause du grand vent que Carswell a déclenché, pour prouver ses pouvoirs, il tombe sur la mère qui est en train de montrer le livre à Jeanne et en fait la mère n'aura de cesse comme ça d'essayer peut-être d'exposer les faiblesses de son fils ou en tout cas de lui mettre les bâtons dans les roues. Alors on comprend pas très bien, enfin si on comprend du coup c'est sa mère et elle veut qu'il sorte de cela. Mais elle ne saisit pas très bien qu'on ne sort pas comme ça de cela. On va comprendre petit à petit en fait qu'il y a un prix à payer. Et il va avoir une discussion très intéressante avec sa mère là-dessus, Carswell. Mais c'est vrai que la première chose qu'on se demande c'est mais quel est le prix à payer derrière tout ça? Quand tout d'un coup il déclenche un vent juste en se concentrant et en lâchant quelques incantations et qu'il lâche un vent, donc je veux dire qu'il déclenche une sorte de tornade là tout d'un coup. Moi j'ai tendance à trouver ça trop simple. Les pouvoirs comme ça sans prix à payer, j'ai tendance à trouver ça trop simple. C'est toujours plus intéressant quand il y a un prix et que tout le but du sorcier justement, et c'est ça qui rend le personnage intéressant, c'est que ça ne soit pas à lui de payer ce prix, mais qu'il arrive à le faire payer à des innocents, des gens qui n'ont rien demandé, ou alors à des gens trop dupes, ou à des gens qu'il a réussi à manipuler pour en faire des gens de sa secte, par exemple. Et donc, le fameux criminel qui s'est fait capturer car il a tué quelqu'un d'autre dans la secte, condamné sans doute par Carswell, peut-être que justement, on aurait pu avoir toute une histoire où celui-ci a essayé de se retirer de la secte. Donc la seule façon de s'en débarrasser, de le faire taire à jamais, c'était justement d'envoyer ce démon après lui, etc. On n'aura pas ça. On comprendra pas trop comment la secte fonctionne, on ne comprendra pas pourquoi ce fameux Rand Howard qui venait de la secte a été condamné à mort, on ne sait pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Carswell sait qu'il y a un prix à payer. Il va avoir une discussion comme ça avec sa mère. Ça rend le personnage intéressant. C'est pas juste un sorcier puissant, il sait qu'il joue avec des choses qui peuvent lui coûter très cher à la moindre erreur, en fait. D'ailleurs, je crois qu'il le dit à un moment. Il y a Holden qui lui dit vous pourriez peut-être invoquer un démon, là, peut-être, ou je sais plus, sur le ton d'une boutade. Carswell lui dit ouais, mais là, ça vous coûterait très cher et ça me coûterait à moi aussi très cher. On ne joue pas avec ces trucs-là. On ne joue pas avec ces pouvoirs-là, en tout cas. Et cette chose, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. C'est quelque chose auquel on essaie de survivre une fois qu'on est impliqué dedans. Il n'y a pas une tranquillité. Carswell va parler de cette peur-là avec sa mère. Il va lui dire tout ce qu'on a là, à votre avis, tout ce qu'on a là. Il y a un prix à payer, en fait. C'est très intéressant. Cette trait n'a pas du tout été présenté par le livre à l'époque. Donc Carswell, le premier Carswell, jette son sort, jette ses sorts à droite à gauche, et voilà, là, tout roule, la vie est belle, quoi, en fait. Jusqu'au moment où on lui renvoie un sort à la gueule. Et ça, il ne s'y attendait pas. Mais encore une fois, ce qui l'a mené à sa perte, c'est le fait d'avoir écrit le contre-sort dans un livre qu'il a publié. Donc bon, là, ce Carswell-là, il a peur. Il a peur, en fait. Certes, il agit par fierté, par orgueil, mais il agit aussi pour protéger ses intérêts. Ce qu'il ne veut pas perdre, c'est les moyens que lui offre la secte. Alors sans doute parce que, voilà, il est pris dans des contrats et autres avec les forces obscures. Certes, mais en tout cas, il s'est dit à sa mère, tout ce qu'on a là, ça a un prix. Et on rigole pas avec ça, en fait. Si on venait à le perdre, on ne perd pas juste de la fortune, on perd beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus sous-tend sans doute d'autres choses, en fait. Et c'est vrai que ce pouvoir qu'il a lui permet d'avoir des gens à sa botte. Ces gens à sa botte, peut-être lui permet justement de payer, d'honorer ses dettes. Les dettes qu'il a forcément pour avoir ces pouvoirs-là en échange. C'est un peu comme ça que le personnage m'est apparu, du coup. Je me disais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que voilà, c'est bien plus intéressant que le sorcier surpuissant, juste. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, sa mère, on comprendra qu'elle s'en fout. Hein. Elle ne comprend pas qu'elle condamne son fils, elle va le mener à sa perte. Elle va aider à mener à sa perte. Parce que pour elle, si son fils n'est pas bien, si ça ne le rend pas heureux, tout ça, qu'il arrête, en fait. Sauf que lui sait qu'une fois qu'on a commencé à mettre la main là-dedans, on ne s'arrête pas comme ça, on ne se retire pas comme ça. Alors il n'est pas le seul à avoir peur parce que Holden aussi commence à parler de peur en disant que mais si vous continuez tous comme ça à me dire que je suis foutu, forcément je vais commencer moi aussi à flipper, en fait. Donc il en a un peu marre, il veut plus en entendre parler. Je crois que la Johanna là, lâche un peu et quand il est dans l'hôtel, au moment où il va aller dans sa chambre d'hôtel, il entend ce fameux bruit de tricycle rouillé là qui annonce justement l'arrivée du démon. Et j'aime bien comme ça ces arrivées en prémonition un peu. Par contre ce que je comprends un peu moins c'est que tout d'un coup là ses amis, les gens du club apparaissent ou en tout cas viennent à sa rencontre et là tout d'un coup les bruits disparaissent. Comme si le démon préférait l'avoir à lui tout seul et faire ce qu'il a à faire en toute discrétion. Discrétion que je ne m'explique pas. Et on verra à la fin surtout, discrétion donc je ne m'explique pas du tout. La discrétion intervient souvent dans ce genre de film-là. Donc en fait, l'événement paranormal va hanter le personnage principal sans témoin. C'est en tout cas intéressant qu'on a une possibilité comme ça d'ambiguïté. Où on va se dire, mais tout ça c'est dans sa tête en fait, ça se trouve. Par exemple, si on regarde Candyman, les moments où ces choses interviennent, souvent on se dit que c'est dans la tête de la protagoniste en fait. Et elle invente tout ça. Elle a tourné folle quoi en fait. Et justement, ça va l'amener loin, ça va l'amener en asile, ça va l'amener à essayer de s'échapper, tuer son mari, etc. Tout ça. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est Candyman qui tue? Est-ce que c'est elle qui tue en croyant que c'est Candyman? Enfin,
C'est un peu plus complexe. Donc, quand la manifestation se fait discrète, c'est souvent lié à ça, par exemple. C'est un exemple. En tout cas, l'ambiguïté du est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est juste dans la tête de l'auteur et du coup, ça nous fait douter, nous, ça intervient là. Dans ce film, il n'y a absolument aucun doute sur la véritable présence du paranormal. J'ai pas compris tout d'un coup ce désir de subtilité. Mais bon. Toujours est-il que donc des amis interviennent, donc il échappe belle à ce moment-là. Ce qui est aussi dommage du coup parce qu'en fait, ça met du temps aussi à déclencher tous ces phénomènes paranormaux qui vont commencer à un peu l'inquiéter. Pour le moment, il s'est rien passé de vraiment violent. D'autant plus qu'il n'a que 3 jours. Donc en 3 jours, on s'attendrait à ce que les événements se précipitent un peu là-haut. D'autant plus, comme j'avais dit dans le premier livre, très rapidement, il a mis la main sur une bouche sous son oreiller, quoi, avec des dents. Donc là, on n'a pas cette scène. Ça, au moins, ça met la couleur tout de suite. Et après, on commence un peu à redescendre et à avoir des effets un peu plus crescendo. Là, pour le moment, il a juste entendu des bruits, quelques petites manifestations, mais il n'est sûr de rien et pour lui, tout ça c'est dans sa tête. Enfin, il n'y a rien de définitif dans tous les cas. Il passe plutôt son temps à discuter des possibilités ou non de la sorcellerie, que finalement on essaie juste de lui faire peur. Et effectivement, Carswell continue à lui dire qu'il va mourir, qu'il l'a maudit. Encore une fois, sans raison, sans véritable raison, sans construction narrative intéressante dans cette histoire, je trouve. Et là, Joanna Harrington aussi qui lui répète, non mais faut arrêter, maintenant ça devient dangereux, faut arrêter, enfin voilà. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Ça piétine un peu. Un signe qu'ils vont récupérer, c'est par exemple qu'il va découvrir que justement dans le calendrier ou en tout cas dans son agenda, que toutes les pages après la date de sa mort, qui est fixée au 21 je crois, que toutes les pages après cette date-là dans son agenda ont été déchirées. Donc ça rappelle un peu le livre, l'ouvrage, quand Carswell avait envoyé cela à Harrington, quand il lui avait envoyé un calendrier, je crois, avec toutes les dates après la date de sa mort, de déchirer. Comme pour lui dire, tu vas bien mourir, regarde, tu vas bien mourir, c'est pas la peine de booker quoi que ce soit après cette date-là, parce que tu vas mourir. Il n'a vraiment que ça à faire, vraiment. Holden va dîner avec Joanna et il lui dit qu'elle a découvert que le journal de son oncle en fait manque des pages, toutes les pages après le jour de sa mort étaient déchirées aussi. Donc là ce qui est sous-entendu c'est que c'est le démon qui le fait parce que dans le livre à l'origine Casting Runes, c'est Carswell qui s'amuse comme ça à envoyer des agendas déchirés pour enfoncer le clou quoi un peu. Ici il est sous-entendu que c'est le démon qui le fait. C'est ridicule. Enfin, le démon qui déchire les pages restantes dans l'agenda pour te faire comprendre que après cette date c'est pas la peine quoi, c'est qu'il vient pour toi. J'imagine tellement adapter ça dans un temps plus moderne et qu'il ait à effacer un agenda électronique en fait. Je comprends pas, quand j'essaie d'enregistrer des choses après cette date, ça s'efface automatiquement. Le démon devrait rester plus primaire, même si c'est quelque chose que je regrette souvent chez les démons, c'est que voilà, ils sont très matériels, très corps, toujours la même requête en fait finalement. Au moins, ça tient plus que aller déchirer les pages d'un journal pour te faire comprendre qu'après le 21, c'est pas la peine de booker des dîners quoi, parce que non, je viendrai pour toi. C'est un peu léger, vraiment. Au moins le corps rappelle une chose, c'est-à-dire que le démon n'oublie pas l'essentiel. Enfin, l'âme en tout cas, ça rappelle ça, c'est je viens pour ton âme. T'as beau essayer de courir après la fortune, après des choses, etc. machin, mais moi j'oublie pas l'essentiel et c'est cet essentiel-là qui m'intéresse, c'est ton âme. Non. Il va faire paniquer les gens en allant déchirer leurs journaux intimes. Donc du coup, forcément, Holden, ça lui fait penser à son propre journal aussi. Ça lui fait penser à son agenda qui est déchiré. Donc il dit à Joanna, ok, d'accord. Bon, ça commence à faire beaucoup de coïncidences, mais n'empêche que vous oubliez un truc. Si on y croit, là, cette histoire de malédiction, c'est que moi, je devrais recevoir un parchemin avec cette écriture unique dessus. Or, je ne l'ai pas reçu. Et Joanna, elle fait, vous êtes sûr qu'il ne vous a jamais rien remis à Carswell? Et là, elle réfléchit et bien entendu, il pense à la scène de la bibliothèque. Et là, comme par hasard, il a ces mêmes documents sur lui. Donc, ils vont voir dans son attaché-caisse, ils ouvrent. Et bien sûr, dans le document que lui avait remis Carswell, quand il ouvre, il y a la fameuse feuille de papier qui essaie de s'échapper et d'aller droit dans la cheminée. Comme j'avais déjà dit, c'est une feuille de papier un peu suicidaire. Donc, l'idée pour elle, c'est de disparaître le plus vite possible. Dès que l'auteur l'a découverte. Comme ça, en tout cas, ça ne lui laisse plus aucune chance. Alors, la chance qu'il a, Holden, c'est que justement, devant sa cheminée, il y a comme ça un garde-feu en métal, et c'est ça qui retient la feuille. Et ça rend fou parce que ça retient la feuille, et Joanna lui fait, mais comment vous expliquez que cette feuille essaie de s'envoler dans les flammes? Il fait, mais je sais pas, il doit y avoir un petit courant d'air, Il fait, quel courant d'air? Il fait, je sais pas, au niveau de la cheminée, sans doute du courant d'air. Et pendant qu'ils disent tout ça, la feuille, elle essaie vraiment de passer à travers, d'aller dans le feu, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a le garde-feu. Ils restent là, ils regardent la scène tous les deux, personne n'a réagi. On se dit, mais... Et bien sûr, à un moment donné, la feuille s'arrête. Donc, elle voit bien qu'elle peut pas passer. Donc, elle se dit, tant pis. Et elle tombe à terre. Et là, Joanna, elle fait, et qu'est-ce qu'il a fait arrêter alors, s'il y a un courant d'air? Il fait, je ne sais pas. Je fais, mais de quoi vous parlez, en fait? Mais qu'est-ce que c'est que ce mystère à 2 balles? Et donc, il récupère la feuille. Et effectivement, il y a bien sûr les inscriptions runiques. Donc, il va plier cette feuille, la mettre dans ses affaires. Et là, il commence à être, quelque chose ne tourne pas rond. Mais bien sûr, il faut qu'il s'occupe, Holden, parce qu'il a la conférence à faire. Et donc, pour la conférence, je rappelle qu'ils ont donc ils veulent en tout cas prouver donc les méfaits de la secte, la supercherie de la secte, en hypnotisant le fameux Rand Hobart. Donc, Holden va se rendre à la famille de Hobart pour leur demander l'autorisation d'hypnotiser leur fils pour prouver que, qu'il était fou, quoi. Pour prouver qu'il n'est pas complètement responsable, peut-être, de ce qu'il a fait. Ou en tout cas, que tout ce qu'il dit là, c'est dans sa tête, etc. Et il va tomber sur la famille la plus perchée, la plus bizarre qui soit, car il se trouve que la famille en question est tout entière dans la secte. Et pour eux, le fils est un traître. Peut-être qu'il voulait dénoncer la secte, et en fait, qu'il a été maudit de cette manière-là. Et du coup, il a essayé de survivre comme il a pu. Voilà, en voyant le démon, il a perdu la raison, etc. Mais en tout cas, sa famille, clairement, lui en veut. Pour eux, c'est un traître.
Ce qui est curieux ici surtout, c'est que pourquoi il ne demande pas ce qu'il devrait faire à Carswell. La famille, donc, surtout la mère, donc, signe la décharge pour que leur fils donc soit interrogé pendant ce colloque. Or, ce n'est pas du tout le souhait de Carswell. Carswell veut vraiment qu'on oublie cette affaire. Il ne veut pas qu'on attire plus la lumière que cela sur sa secte. Donc, il se serait très certainement dressé contre cela. Mais là, la famille ne demande pas son avis. Donc, on n'en saura pas plus. On ne sait pas comment fonctionne réellement la secte de Carswell. Elle joue très peu de rôle. Mais ça étonne quand même. Je me serais attendu à ce que là, Carswell ait un contrôle absolu par la menace et par la peur sur sa secte et qu'il ne fasse pas un geste sans lui demander son aval, sa permission. Et donc ils autorisent bien sûr cette séance d'hypnose, ils signent, et au moment où il va partir, en fait, Holden va sortir son portefeuille pour mettre la signature, pour mettre le document signé par la mère, et la feuille va encore essayer de se barrer. Il va la choper juste à temps, et toute la famille va se lever en criant « Oh mon Dieu, lui aussi a été choisi, il a été choisi !» Et là, Holden qui fait « Choisi pourquoi ? Choisi pourquoi ?» Il ne comprend pas. Alors s'il met 2 et 2, enfin... S'il comprend que c'est des gens de la secte et leur croyance, et qu'il sait justement quelle est la croyance à propos de cette malédiction, il sait très bien de quoi il parle, mais bon. Quand il va revenir de cela, on va avoir une scène de spiritisme, en fait, organisée par Joanna et la mère de Carswell. L'histoire n'avance plus, hein. À partir de là, l'histoire n'avance vraiment plus parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Ils répètent les mêmes choses et le personnage principal dit « Oui, mais non, je ne crois pas ». C'est tout. C'est vraiment tout ce qui se passe. Le démon, lui, il a fait 2-3 petits bruits et il s'arrête à ça. Et donc l'histoire piétine un peu, ça commence à faire chier un peu. Après, c'est inspiré d'une nouvelle, donc elle était courte dès le départ, donc ils ont essayé de la remplir comme ils pouvaient, mais... Donc bien sûr, la séance de spiritisme, donc par un certain Mr. Meek, qui se fait posséder par plein d'esprits avant finalement de se faire posséder par Harrington Senior, et dit à sa fille Joanna, attention, c'est dangereux, je ne sais plus quoi, le démon existe, il m'a été envoyé, etc. Bien sûr, l'autre, Holden, il n'y croit pas une seconde, donc il interrompt la séance, il se lève en partant, il est dégoûté, ça n'a aucun sens ces trucs, ça ne veut rien dire. Il ne croit pas à la possession, il ne croit pas aux séances de spiritisme. De toute façon, il n'y a aucune raison pour que cette séance puisse le convaincre. Il aurait fallu que Mr. Meek lui sorte des informations que seul Harrington pouvait posséder. Enfin, il ne dit rien d'autre à part, oui, le démon est là, attention, il faut fuir, attention, faites attention. C'est assez mou, c'est assez faible. Holden va partir de là en courant et du coup, Joanna va lui dire, ok, voilà ce qu'on va faire, on va aller à la maison de Carswell parce que sa mère m'a dit qu'il n'est pas là en ce moment. Je pense que le secret de tout ce qui vous arrive là, de ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, il s'est pas passé grand chose en vrai, hein. C'est dans le livre en question, dans le livre qui a été déchiffré. Il faut qu'on aille lire ce livre. Il faut qu'on trouve la réponse dans ce livre. Ils vont effectivement donc se rendre à la demeure de Carswell. Donc Holden suit toujours. Je sais même pas, s'il n'y croit pas, si tout ça pour lui c'est n'importe quoi, ça commence à dégénérer. Pourquoi il serait prêt quand même à se rendre en pleine nuit chez Carswell et escalader son mur, entrer comme un cambrioleur pour essayer de piquer un livre? Ça colle pas en fait. Et s'il est sceptique, il est sceptique. Il peut pas être sceptique et quand même y croire juste assez pour quand même commettre un cambriolage. Toujours est-il qu'il va pénétrer donc chez Carswell en pleine nuit, qu'il va rentrer dans son salon, qu'il va essayer donc de choper le livre en question. Et là chez Carswell, il va trouver le chat. Un petit chat dans le salon qui va se métamorphoser en puma ou en panthère, je ne sais plus, qui va l'attaquer. Et ça fait vachement penser justement au chat démon là dans une des nouvelles justement de James. Le chat l'attaque, le déchire, et dans ce moment de combat, en fait, on a Carswell qui intervient, qui interrompt le combat, et qui lui explique en fait que le chat n'est autre qu'un esprit mineur, un petit djinn mineur, comme ça, qu'il laisse dans son salon pour surveiller ses affaires. Mais il savait très bien que Holden viendrait. Il l'attendait en faisant quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il attendait, il lui dit, alors, vous allez bientôt mourir, vous le savez. Donc il continue à le narguer sans raison. Du coup, forcément, Holden lui dit, qu'il part, en fait. Et Carswell lui fait, repartez si vous voulez, mais ne repartez pas par le jardin, ne repartez pas par les bois, prenez le chemin principal quand même, je vous conseille. Et Holden n'écoute pas en disant non, moi j'ai une croyance, je repars toujours par le même chemin que je suis arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Et effectivement, il repart par le jardin. Et dans le jardin, bien sûr, on s'y attend, le démon apparaît. Ce qui me fait me demander pourquoi Carswell a voulu le mettre en garde. Qu'est-ce qu'il veut en fait, Carswell, bordel? Qu'est-ce qu'il veut? Donc maintenant, il essaie de le protéger, ou en tout cas d'éviter que le démon apparaisse. Il sait très bien que le démon va apparaître pour lui faire peur. Sa deadline n'est pas encore arrivée, donc il ne va pas mourir là, donc quoi qu'il en soit. Donc je sais pas ce qu'il a voulu faire. Toujours est-il que Holden passe par les bois et là le démon apparaît. Il apparaît d'une manière assez sympathique parce qu'en fait on a cette fumée, encore une fois ce bruit de tricycle et cette fumée, et on a des traces de pas. On voit tout de suite donc cet esprit qui le suit a des pieds fourchus. Il court comme un dératé, il arrive à l'échapper, à retourner à sa voiture et effectivement il fonce avec Joanna, il quitte les lieux et ils vont se rendre à la police. Elle va réussir à le convaincre de se rendre à la police pour essayer de dénoncer Carswell que le mec lui a jeté un sort et qu'il va mourir en fait. Alors bien sûr la police se fout de sa gueule. Donc lui il le vit assez mal en fait parce qu'il est ridiculisé en fait. Il ne comprend pas pourquoi il est là. Il a suivi Joanna un peu trop loin donc pour lui mais je suis en train de paniquer comme un con parce que cette bonne femme en fait me fait paniquer quoi. Et il le dit comme ça à Joanna qui se vexe, ça a raison d'ailleurs en se disant ah d'accord donc c'est de ma faute en fait. C'est moi la bonne femme hystérique donc c'est à cause de moi si vous commencez à avoir peur. Donc il refuse encore de reconnaître que là dans les bois il s'est chié dessus en fait. Donc elle fait la gueule donc elle se barre elle aussi. Et donc lui part en disant à la police écoutez on est désolé, je suis désolé de vous avoir dérangé pour rien.
rien. Donc il va aller s'occuper enfin de sa convention. Et Joanna, pendant ce temps-là, va recevoir un appel de la mère de Carswell qui lui dit, écoutez, pour sauver Holden, demandez au fameux Rand Hobart, qui est le seul à avoir survécu justement à cette attaque du démon, à cette malédiction du démon. Lui sait comment s'en débarrasser. Donc encore une fois, elle essaie vraiment de mettre les bâtons dans les roues de son fils. Et Joanna, du coup, ne pourra par contre pas le faire parce qu'elle va se faire intercepter par Carswell. Donc au moment où elle veut partir, Carswell, le sorcier, est là et il l'intercepte. Donc il va l'hypnotiser apparemment. Et donc pendant la séance, pendant le colloque, enfin j'appelle ça un colloque, mais on a tous ces scientifiques qui sont réunis, donc on amène, donc je crois qu'il est dans une camisole, je suis plus sûr. Donc on a Rand Hobart qui débarque, donc il est là, il est catatonique, hein. Donc lui depuis la scène où il a vu le démon, il est catatonique. Enfin je dis qu'il a vu le démon, moi c'est ce que je crois, hein. C'est ce que j'ai réussi à me raconter un peu en regardant le film, c'est qu'il a réussi à se débarrasser de la malédiction, mais il a quand même vu la scène où le démon s'en est pris à l'autre, à celui sur qui il a renvoyé la malédiction. Et donc ça, il s'en est pas remis. Donc apparemment, ils arrivent quand même à le réveiller en le droguant un peu, en lui mettant des stimulants. Il se réveille, il commence à l'hypnotiser, il commence à lui poser des questions. Et c'est là qu'il raconte effectivement qu'on lui a passé un petit bout de papier, que ce papier était maudit, que s'il l'avait gardé, il serait mort. Donc il a survécu comme il a pu. Donc il a rendu le papier, sans que l'autre ne le sache, à celui qui lui avait donné à l'origine. Donc apparemment, ce n'était pas Carswell. Ce qui veut dire que Carswell partage ses connaissances avec d'autres dans cette histoire de secte. Mais on ne sait pas comment il fonctionne avec sa secte, avec son clan, donc on ne sait pas. Toujours est-il que cette autre personne, du coup, est morte, tuée par le démon qui est venu le chercher lui, et non pas Rand Hobart, la première cible. Et là, Holden se dit, mais bon sang, est-ce qu'il parle du même papier? Et donc, Holden sort le parchemin, là, en question, et le présente à Rand Hobart, du coup, qui croit que c'est le même papier, que le papier est revenu, et que Holden essaie, en fait, de le lui remettre, donc de lui remettre encore une fois la malédiction. Et lui, il dit non, jamais de la vie, jamais il ne se laissera pas faire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il panique, il se lève, il court, et il se jette à travers une fenêtre. Il se jette à sa mort. Et là, il y a tous les scientifiques qui descendent, qui entourent son camp en disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, comme c'est horrible. Mais c'était tellement improbable. Quelle bande d'amateurs, quoi. Quel colloque scientifique comme ça organise des choses autour de criminellement insane, de fous criminels, de fous dangereux, les détache et n'ont aucune sécurité autour de ces gens-là. Donc voilà, donc il mène ce pauvre homme à sa mort. Holden ne s'interroge même pas 2 minutes, c'est même pas une culpabilité d'une seconde qu'il traverse. Et à ce moment-là, il rappelle effectivement un peu les personnages de James dans ses nouvelles qui sont assez plats. Et c'est vrai qu'il est chiant, Holden, en fait. À part dire je n'y crois pas, il fait pas grand-chose. C'est pas des personnages vraiment bien travaillés. Ils sont pas attachants. Le seul personnage intéressant, c'est Carswell, et il est intéressant parce que puissant et apeuré en même temps. Quand Holden va y croire, il va se précipiter. Alors je sais plus comment il retrouve sa trace, sans doute grâce à la mère de Carswell, mais en tout cas il le rattrape et Carswell était en train de fuir. Carswell était dans un train avec Joanna qu'il avait hypnotisé, il était en train de prendre le train pour se barrer de là parce qu'il a peur apparemment de Holden. Tout d'un coup. En tout cas, c'est Joanna qui le dit parce qu'il la déshypnotise et elle dit, elle annonce à Holden, il a peur de vous, c'est pour ça qu'il allait fuir, Et là, on voit bien que Carswell, il est pas tout à fait à son aise, il est là, il est mal à l'aise, il veut se barrer de la ville. Cette peur soudaine n'est pas expliquée. Il aurait fallu qu'il sache qu'on a percé son secret à jour d'une manière ou d'une autre. Car là, il le sait. Il croit comprendre en tout cas que Holden a percé son secret à jour et il se méfie de Holden du coup. Il aurait fallu qu'il le comprenne de manière plus précise à un moment donné. En fait, là, une petite parenthèse aurait suffi pour que Carswell, vu qu'il a mis Joanna sous hypnose, utilise justement cet état dans lequel il l'a plongé pour l'interroger, pour faire un petit interrogatoire et savoir exactement ce qu'ils ont sur lui. Et là, comprendre que ça y est, qu'on a compris son jeu, et que là, il s'agit de lui renvoyer cette malédiction, et de là, le faire paniquer. Juste un petit moment, une petite parenthèse aurait suffi. Et là, on aurait compris la fuite, on aurait compris le train en catastrophe, etc. Mais ce n'est pas amené, donc on ne sait pas vraiment ce qui tout d'un coup provoque cette panique, cette peur chez Carswell. De quoi s'est-il rendu compte? Une autre scène, elle aurait pu aussi le montrer surprendre sa mère en train de donner ses indications à Joanne avant de la capturer, etc. Voilà, il y avait des pistes. Là, la mère a appelé Joanna pour lui dire que Rand Hobart connaît le secret de la malédiction. C'est un peu faible. Il croit comprendre en tout cas que Holden maintenant est au courant des choses et que Holden maintenant va essayer de lui rendre le bout de papier. Donc il se méfie en fait. Et c'est pour ça qu'il a voulu se barrer de la ville, pour ne prendre aucune chance. Alors que dans le livre en question dont c'est inspiré, il part juste faire un tour. Il part juste voyager un peu. C'est une des rares fois où il sort de son château, de sa résidence. Là, il part parce qu'il est en fuite. Il a peur. Il veut que la malédiction passe d'abord puis il reviendra. C'est pas mal. Parce qu'encore une fois, cet homme, si puissant qu'il soit, est tétanisé, terrorisé par les puissances qu'il enclenche. Les choses qu'il déclenche ont potentiellement un prix très lourd à payer. Alors, il sait très bien ce qui risque d'arriver si jamais on lui renvoie dans la gueule sa propre malédiction. Et donc là, il a peur. Il a accès à des pouvoirs hors du commun, mais il a quand même peur, il se chie dessus. Parce qu'il y a une faille dans les sorts, il y a une faille dans son pouvoir.
Et là, Holden va essayer donc de lui remettre... Donc Holden va lui dire, écoutez, j'ai compris, c'est bon, vous avez raison, j'ai vu les signes, je crois maintenant. Je trouve qu'il n'a pas vu assez de signes, parce qu'est-ce qu'il a vu? Il s'est fait pourchasser par une lumière dans les bois, il n'y a jamais eu de contact, il n'y a jamais eu de... C'était un peu faible. J'aurais bien aimé, ça leur coûtait rien en plus, juste la scène de la bouche avec des dents sous l'oreiller, je trouvais ça génial, dans le noir comme ça aurait été parfait. Donc en tout cas, il lui dit, je crois, écoutez, là, dans cette enveloppe, j'ai fait une lettre de rétractation où je dis que vous avez raison, qu'on a tort, qu'on est tous des petits connards devant votre intelligence, devant votre pouvoir, je ne sais plus quoi. Il tend la lettre à Carswell, et Carswell, on sent qu'il attend tellement cela qu'il va pour prendre l'enveloppe. Et là, il réfléchit 2 minutes, il se dit, non, en fait, non, ça va, c'est bon. Parce qu'il réalise que ça se trouve, le papier est à l'intérieur, le parchemin runique est à l'intérieur, du coup, le petit bout de papier. Ça me fait marrer quand même qu'il soit sur le point de s'enfuir tellement il a peur qu'on lui remette ce papier en retour, mais qu'il a tellement encore cet ego qui veut que les autres disent qu'ils avaient tort et que lui avait raison, qu'il est quand même sur le point de prendre l'enveloppe. Mais en tout cas, il prend pas l'enveloppe, et puis Holden s'installe, et puis il va pour fumer une clope, et va pour le lui tendre. Carswell fume aussi, donc il va pour prendre la clope, et il fait, non, finalement, non, je ne fume plus. Donc il fait tout pour tout éviter, en fait. Holden lui demande du feu, il lui passe un paquet d'allumettes, Holden allume son feu, va pour lui rendre le paquet. Carswell, pareil. Non, gardez-le, c'est bon, vu que je ne fume plus. Et Holden lui fait, vous êtes bien aimable. Lui, vous êtes bien généreux. Et donc, Holden, on voit bien qu'il est embêté, là. Il veut rendre le petit bout de papier, mais il ne sait pas comment. Et donc, c'est à ce moment-là, du coup, que Carswell veut sortir du wagon. Donc, je sais plus où il devait aller, mais en tout cas, il veut sortir maintenant. Et Holden le retient. Il dit, non, c'est mort, en fait. Si vous m'avez maudit et qu'il y a quelque chose qui arrive, on sera tous les deux au même endroit quand ça viendra me chercher. Voilà. Une façon, quelque part, de le mettre face à sa propre malédiction. Et on se dit que si l'apparition de ce démon, même s'il ne visait pas à rendre Hobart, vu qu'il avait réussi à se débarrasser de la malédiction, mais a suffi quand même pour le rendre catatonique et le rendre fou, on peut comprendre du coup la peur terrible qui prend Carswell, qui dit mais non, vous n'avez pas le droit, je veux me barrer. Et ça, je trouvais ça très intéressant en fait. C'est-à-dire que l'apparition du démon n'est pas juste quelque chose c'est pas anodin. Si un démon vient sur Terre, si un démon passe dans cette dimension-là pour venir chercher une âme, ça ne devrait pas juste atteindre ou en tout cas juste toucher la cible. Ça devrait avoir une conséquence sur tout son entourage, à travers des cauchemars, à travers des visions, à travers des hallucinations, etc. Histoire de rendre la chose encore plus terrible en fait. Et ça, c'est intéressant. Et là, ils l'ont un peu pointé du doigt, cela. C'est-à-dire que Rand Hobart a perdu la raison à cause de l'apparition du démon, et Carswell se chie dessus quand il envisage même l'idée d'être emprisonné dans un wagon de train quand le démon viendra chercher Holden. Pour lui, il ne faut pas qu'il soit dans les parages. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été assez exploité, par exemple, je trouve, dans les Paranormal Activity. La présence d'un esprit maléfique dans la maison, à part les bruits et à part les petites conneries qu'il va faire, en fait, pour faire chier le monde, il devrait y avoir une influence, en fait. Il devrait y avoir quelque chose de l'ordre du cauchemar, quelque chose qui trouble les gens dans leur sommeil, dans leurs rêves, qui va les stresser, qui va les rendre tendus, avant même qu'il ait commencé, en fait, à les faire chier, si on veut. Ça prend souvent la forme de pressentiment dans les Paranormal Activity, mais ça devrait aussi infecter les rêves. Et c'est vraiment un aspect qui est dommage, d'ailleurs, qui n'y est pas, qu'on va retrouver dans Call of Cthulhu, qu'on va même retrouver dans un des épisodes de Constantine. C'est-à-dire quand Cthulhu se réveille, je sais même pas si ça réveille vraiment, mais en tout cas, quand il commence à bouger dans son sommeil, chez Lovecraft, c'est des cauchemars, c'est des gens qui ont des visions. Les gens sensibles vont avoir des visions, des cauchemars, vont paniquer dans la nuit. Ou quand le diable descend sur Terre dans Constantine, c'est tout d'un coup des émeutes dans la ville, en fait. Parce que le diable est juste de passage. Il vient juste passer un petit moment sur Terre. Ça va créer des événements en parallèle. On va avoir des émeutes, on va avoir, en fait, les gens qui se déchaînent, on va avoir de la violence, etc., etc. Alors ça prend la forme d'une manifestation, de manif, ça prend la forme d'une cité qui se rébelle, mais en fait, en réalité, ce qui met le feu aux poudres, c'est la présence, ici, maléfique du diable. Là, dans cette histoire-là, j'aime bien que ce soit, on peut suggérer que, ok, si jamais cette entité vient chercher Holden, ok, elle vient avant tout pour Holden, mais il vaut mieux pas être dans les parages, quoi. Ce qui semble quand même contredire l'aspect un peu timide des apparitions du démon, parce que jusque-là, ce que le démon a essayé de faire, c'est apparaître un peu ces premières petites manifestations là en tricycle autour de Holden. Quand ces choses-là se mettaient en route, quand tout d'un coup il y avait un autre témoin, les diables se retiraient. Tout d'un coup il y avait plus rien. Ce qui est complètement contradictoire ici. On n'essaie pas de construire un personnage, une hantise un peu à la Candyman, où on a un doute, est-ce que c'est dans la tête du personnage ou pas. Ici c'est clairement une hantise qui peut toucher l'entourage ou pas, il s'en fout le démon, il est là, il a une mission, il a quelqu'un qu'il vient prendre et il va le lui faire comprendre. Peu importe les témoins, que ça peut lui faire. Donc Carswell se chie dessus, heureusement qu'il a de la chance parce qu'il y a des flics qui interviennent. Alors c'est les mêmes flics que Holden était allé voir avec Johanna quand ils ont commencé à se dire il y a quelque chose de vraiment louche qui se passe. Donc ils sont là en civil et ils interviennent un peu, ils essaient de séparer les deux hommes en disant qu'à Carswell, qu'il a tout à fait le droit de descendre s'il veut descendre, quoi. Donc Holden n'a pas à le retenir. Donc Holden lui remet son livre. Donc Carswell commence à se barrer, il laisse un livre, il laisse ses affaires. Holden prend un livre et lui dit tenez, vous oubliez votre livre. Et Holden dit non, c'est pas à moi, je l'ai trouvé ici en arrivant. Il ne veut vraiment rien prendre de ce que Holden lui tend. Mais Holden arrive quand même à l'avoir à la dernière minute. Carswell part pour laisser son manteau dans le wagon. Holden le saisit rapidement, glisse un morceau de papier dedans, le tend au flic un peu, en disant attendez, il oublie son manteau. Carswell le prend, mais parce qu'il y a confusion du coup. On ne sait pas vraiment qui lui tend le manteau. Est-ce que c'est le flic ou est-ce que c'est Holden? Il le prend en disant oh merci beaucoup, c'est très gentil. Et là il se fige. Et là il ouvre grand les yeux, il fixe Holden en disant
Vous me l'avez donné, vous l'avez glissé, vous l'avez mis dans ma poche. Il se fouille dans la poche et effectivement, il trouve le petit parchemin. Et là, il est en panique, d'autant plus que le parchemin lui échappe. On se rappelle que le parchemin prend vie, à chaque fois que sa cible l'a accepté. Quand cette cible découvre le parchemin essaie de lui échapper, histoire de bien le foutre dans la merde. Donc le parchemin s'échappe et part sur les rails et Holden lui court après. Alors je sais pas quel est son plan, il a jusqu'à 10h en fait. Et donc il est 10h moins 2 minutes ou quelque chose comme ça. Donc il part en courant après le parchemin. On rate une autre occasion en fait, parce qu'il part après le parchemin, donc son plan c'était quoi? Soit l'offrir à quelqu'un d'autre assez rapidement, ce qui aurait été possible, soit en fait il a un contre-sort ou quelque chose d'autre. Bon bref. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'il ne tire pas un peu plus ce moment, car ça aurait été assez drôle quand même de voir ce Carswell bedonnant courir un peu partout sur les quais pour essayer de refiler le bout de papier, s'il avait réussi à le choper à temps. Ça aurait été génial justement, parce que là il n'a pas le temps de faire des artifices, de faire tomber des biens des gens et de glisser le papier pour le remettre. Là tout le monde l'a vu courir, tout le monde l'a vu apeuré, il est en sueur, il est en transpiration, il est stressé, il n'a plus son poker face si on veut. Donc là de voir aller sur les quais, essayer de donner la chose à des gens, prenez ce petit papier s'il vous plaît, prenez ce papier. Je peux vous offrir ce papier s'il vous plaît, est-ce que vous le voulez? Et là, les gens qui font, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui, non, et qui s'éloignent de lui, et que tout le monde s'éloigne, tout le monde le fuit, alors que tout ce qu'il propose, c'est juste un petit morceau de papier. La scène aurait été assez burlesque, mais je la trouve quand même assez forte aussi, dans ce désespoir. Le désespoir de Carswell n'a pas duré assez longtemps. Il n'aura pas l'occasion de façon de tester quoi que ce soit, parce qu'en fait, quand l'heure est écoulée, le parchemin brûle de lui-même. Donc en fait, le petit morceau de papier va brûler tout seul, sur les rails, et là, Holden, en fait, va se retrouver avec de la cendre dans les mains, et là, il comprend qu'il est foutu, quoi. Et là, effectivement, on a quelque chose de un effet assez intéressant, où en fait, le démon va arriver, et cette fois-ci, il est annoncé par un train. On a une locomotive qui arrive, et dans la fumée, on croit voir le démon. Et encore une fois, cette façon comme ça de faire une sorte de réalité augmentée avec le paranormal qui vient s'apposer sur le réel et presque trouver une justification. Ben non, c'est une apparition qu'il a, il voit juste des formes dans la fumée du train. Le bruit qu'il entend, c'est la locomotive. Peut-être les rails qui font ce bruit bizarre de métal qu'on tord parce que voilà, le train à ce moment-là passe dessus à une certaine vitesse. Donc une certaine façon de le justifier, sauf que nous au début on a vu un démon très clairement expressif qui a buté un homme, quoi. Donc on n'a plus aucun doute pour nous. Ce paranormal est bien attesté dans le film, il est bien là et c'est pas la peine de nous faire croire qu'il a peut-être des visions. Mais en tout cas, c'est bien, l'effet est bien réussi, de superposer les deux, c'est bien réussi. Le diable comme ça qui arrive dans ces suggestions de fumée et de bruit de métal qui se tord. Donc Carswell se barre, il se lève et il part en courant. Alors je sais pas où est-ce qu'il compte aller. Et là, c'est une chute qui est un peu dommage. Il est effrayé, il part en courant vraiment et bien entendu, le démon le rattrape. Il le rattrape sur les rails, il le déchiquette, il le met en morceaux, quoi. Et les gens l'entendent ça, ils entendent les cris, ils accourent et ils voient son corps sur les rails, ils se disent mais c'est le train qui lui est passé dessus. Sauf que d'autres disent mais non, le train n'est pas passé là, il est passé sur les rails d'à côté. Enfin, ouais, mais comment vous expliquez qu'il soit dans cet état? Et là Holden va pour voir ce qui se passe, mais Johanna le retient en lui disant c'est peut-être pas la peine en fait, des fois il vaut mieux pas savoir. Donc il se retire. Et Holden maintenant a un doute, donc je pense que soit il a complètement accepté, il n'y a pas de développement quant à ça, mais soit on se dit que soit il a complètement accepté en fait ce paranormal qui existe réellement, donc il remet en question tout ça en quoi il a pu croire jusque-là, parce qu'il se décrit même comme ça lui à un moment donné dans le commissariat, il dit que quand il était petit, il était le seul à passer sous les échelles quand en fait ses amis faisaient le tour parce que c'est censé porter malheur. Et il voulait montrer que lui il était pas un petit con qui croyait à tout ce qu'on disait, qu'il voulait une preuve. Quand on lui dit qu'un tel truc se passe comme ceci ou je sais pas comme cela, lui demande prouvez-le-moi. Donc voilà, et là on vient de lui prouver par contre qu'effectivement que les démons en tout cas existent, que la sorcellerie c'est pas du mythe. Mais on ne développe pas le personnage. Dans un roman que j'avais bien apprécié, Conjure Wife, le héros est un peu sceptique aussi et c'est sa femme la sorcière. Donc elle a fait quelques sorts pour le protéger dans sa carrière, tout cela, et lui va se débarrasser de ces sorts-là quand il va les découvrir en disant mais ma femme est complètement folle en fait. Mais il dit mais ça ne sert à rien tout ça en fait. Et donc il s'en débarrasse en lui disant mais arrête de croire en ces trucs-là. Il s'en débarrasse et petit à petit des conneries vont commencer à lui arriver. Et à la fin, il croit, il croit pas. Il y a un petit débrief dans sa tête où pour lui, il a donné du pouvoir à des choses qui sont manifestées, mais c'est peut-être sa faute peut-être à lui. Le personnage n'est plus aussi sûr qu'il était au début. Là, Holden, je pense qu'il est convaincu. Et cette conclusion nous laisse un peu sur notre faim parce que j'aurais bien aimé en fait que Carswell nous a prouvé qu'il avait quelques pouvoirs. Il nous a prouvé qu'il savait faire des choses. Quand le démon est arrivé, même s'il était sûr qu'il était perdu, ça aurait été intéressant de voir qu'il essaie de se protéger, qu'il essaie de créer quelque chose, qu'il essaie en tout cas de contrer le démon en question. Non, il se contente juste de courir, de fuir et de se faire attraper en gros. Et ça j'ai trouvé ça très dommage parce qu'il a prouvé qu'il avait des pouvoirs, il a prouvé qu'il était plus qu'un simple homme qui connaissait un sort ou deux. Non, il savait faire des choses, il les fait pas ces choses-là. Il les fait pas là et ça aurait été intéressant. Mais je retire quand même pas que c'est le personnage le plus intéressant du coup dans ce film. Cet homme apeuré par les pouvoirs qu'il a découverts. J'ai trouvé bien écrit.